Le château au secret. Elle n'aurait jamais imaginé que la trahison de son mari la conduirait, un jour, à acheter un château délabré pour seulement $700, un château dont les profondeurs cachaient un secret plus lourd que l'or, 289 millions en lingots. Ce matin-là, Rachel ouvrit les yeux sur une absence. À côté d'elle, l'oreiller portait encore la trace d'une tête familière, mais plus aucune chaleur, plus aucun souffle. En lieu et place d'un corps, il y avait un morceau de papier. 10 mots. 10 mots tranchants comme un couteau qui glisse lentement dans la chair. C'est fini. Ne me cherche pas. Les papiers sont dans la cuisine. Pas d'explication. Pas d'adieu. Pas même une excuse griffonnée à la hâte. 10 mots qui effacèrent 14 années de mariage, 2 enfants, et des milliers de promesses prononcées sous la pluie, dans la joie ou la fatigue. Rachel s'assit, le souffle coupé. Le papier tremblait dans ses mains comme un oiseau blessé. La maison autour d'elle semblait soudain vide, creuse, dépossédée de son âme. Ses enfants dormaient encore au fond du couloir et Lily, 8 ans, et Mason, 5 ans. Ils rêvaient sans savoir que leur père, leur héros, s'était enfui dans la nuit, emportant son amour et leur avenir. Rachel porta les mains à son visage. Aucune larme ne vint. Pleurer demandait de respirer, et elle n'y parvenait plus. Ses jambes la portèrent jusqu'à la cuisine, où les papiers attendaient sagement sur la table, comme il l'avait dit. Les formulaires de divorce étaient déjà remplis, déjà signés. Une note jaune collée sur le dessus précisait. L'avocat dit que tu as 30 jours. À côté, une autre enveloppe. Des relevés bancaires, des factures, tout à son nom. En quelques minutes, elle découvrit l'ampleur du désastre, compte vidé, carte de crédit saturée, un prêt secret contracté sur leur maison. $37 000 de dettes accumulées pendant qu'elle préparait des déjeuners pour les enfants et enchaînait les doubles services au dîner. Et puis les reçus. Trouvés plus tard dans le tiroir du bureau, hôtel, bijoux, dîner romantique, bouquet. Tous au nom d'une femme qu'elle ne connaissait pas, Candice. Un nom doux comme du miel et amer comme du poison. La colère surgit d'abord brûlante, dévorante. Puis vint la peur, glaciale et lourde. Rachel n'avait rien. Pas d'économie, pas de famille. Ses parents étaient morts, et la famille de Nathan l'avait toujours regardé comme une erreur sociale. Il lui restait un vieux diplôme de lycée, une Honda fatiguée dont le voyant moteur brillait en permanence, et 2 enfants qui croyaient encore que leur père reviendrait. Comment leur dire? Comment expliquer à un petit garçon de 5 ans que son héros est un lâche? Comment dire à une fillette de 8 ans que l'homme qui lui a appris à faire du vélo ne veut plus être son père? Alors Rachel mentit. Elle sourit. Elle prépara le petit déjeuner. Elle parla d'un « voyage d'affaires ». Chaque soir, une fois les enfants endormis, elle s'asseyait à la table de la cuisine, un tas de factures devant elle, une calculatrice et la certitude que les chiffres, cette fois, ne pourraient pas la sauver. Le dîner lui versait $11 de l'heure. Après impôts, il ne restait presque rien. Le loyer, l'électricité, la voiture, tout s'effondrait. Les appels des créanciers se multiplièrent. Les lettres de la banque, épaisses et menaçantes, parlaient de saisie imminente. 2 mois plus tard, la maison fut vendue. Rachel entassa toute leur vie dans cette carton et trouva refuge dans un appartement d'une seule pièce, côté de la ville. Les verrous y fonctionnaient à peine, et les disputes des voisins faisaient vibrer les murs la nuit. Lily et Mason partageaient la chambre, elle dormait sur un matelas posé à même le sol du salon, le regard perdu dans les taches d'humidité du plafond. Elle se demandait comment une femme qui avait tout fait, comme il faut, aimer, travailler, persévérer pouvait se retrouver ainsi, dépouillée de tout. Le divorce fut prononcé un mardi. Nathan n'avait pas daigné se présenter. Son avocat remit simplement les documents signés, et en un instant, elle redevint célibataire, brisée, sans un sou. Cette nuit-là, Rachel s'assit par terre, le dos contre le mur, son téléphone dans la main. Elle ne cherchait rien en particulier, juste une distraction, quelque chose pour étouffer la douleur. C'est alors qu'elle la vit. Une petite annonce sur un site d'enchères immobilières d'un autre temps, à l'interface jaunie et maladroite. Un château. Pas une grande maison, pas un manoir. Un véritable château, de pierre, avec tourelles, créneaux et lierre rampant sur les murs comme des doigts de fantôme. Le titre disait simplement « Château historique vendu tel quel ». $700. Rachel fronça les sourcils. 700 $? Elle cligna des yeux, relut. Ce devait être une erreur.
Il y avait toujours un piège. Elle cliqua quand même. La description était aussi sèche qu'un rapport d'assurance. Construit en 1873. Situé en Pennsylvanie rurale. Structure instable. Aucune garantie. Sans eau ni électricité. Vente à risque, possible démolition. 3 photos accompagnaient le texte. La première montrait le château de loin, perché sur une colline noyée de végétation. La seconde, l'entrée principale, une porte en bois massif, rongée par le temps, pendue de travers sur ses gonds de fer. La troisième, une pièce intérieure sombre où les pierres s'effritaient sous un tapis de débris. C'était sinistre. Un décor de film d'horreur. Et pourtant, Rachel ne pouvait détacher son regard. 7 cents dollars. Elle avait exactement 843 dollars sur son compte. C'était tout. Le loyer arrivait dans 2 semaines. La voiture avait besoin d'une vidange. Lily manquait de chaussures. Mason, de médicaments pour son asthme. Mais quelque chose, dans ce château perdu, l'appelait. Était-ce la folie? Ou l'instinct? Elle se surprit à murmurer, « Et si? Et si ce n'était pas une arnaque? Et si elle pouvait le retaper, le revendre, recommencer sa vie? Et si ce château, improbable et délabré, était le signe que le destin, enfin, cessait de lui tourner le dos? Elle savait que c'était insensé. Mais l'insensé était désormais tout ce qui lui restait. Le lendemain matin, elle appela le numéro. La voix d'un homme âgé, râpeux et fatigué, répondit. « Je vous appelle pour le château, celui à 700 dollars. » Un silence. Puis un soupir. « Vous êtes sérieuse? » « Oui. » « Écoutez, madame, ce truc est une ruine. Vide depuis 40 ans. Le toit s'est effondré, pas d'eau, pas d'électricité, fondation pourrie. Vous feriez mieux d'acheter un billet de loterie. Est-ce qu'il est toujours à vendre? Vous avez 700 dollars? Oui. Alors il est à vous. Mais vous jetez votre argent par la fenêtre. Rachel sentit son cœur battre plus vite. Je le prends. 2 jours plus tard, elle prit la route avec Lily et Mason endormis à l'arrière. 4 heures de trajet vers le nord, suivant un GPS qui finit par abandonner, remplacé par une carte dessinée à la main, envoyée par le vendeur. La route se rétrécit, le goudron devint gravier, puis simple terre battue. Les arbres se refermaient autour d'eux, formant un tunnel sombre. « Maman, on va où ?» demanda Lily, la voix fluette. « À l'aventure » répondit Rachel avec un sourire forcé. Et soudain, il apparut. Le château. Majestueux et monstrueux à la fois, surgissant du cœur de la forêt comme un souvenir oublié. 3 étages de pierre grise, percés de fenêtres vides. Les tourelles penchaient dangereusement, et le portail n'était plus qu'un souvenir rouillé. Des lianes et des ronces grimpaient jusqu'au créneau, avalant lentement la bâtisse. Rachel arrêta la voiture. Un silence pesant s'abattit. « Waouh !» murmura Mason. « C'est une maison de monstres. » Il n'avait pas tort. Elle sortit du véhicule. Le gravier crissa sous ses bottes. L'air sentait la terre humide, la mousse et la pierre froide. Le vent s'engouffrait dans les brèches du château, produisant un gémissement presque humain. Elle s'approcha de la porte. Le bois, noirci par la pluie, se désagrégeait sous sa main. D'un coup d'épaule, elle la poussa. Elle s'ouvrit dans un long cri de gond, un râle de maison qui s'éveille après un siècle de sommeil. L'intérieur était glacé. Des feuilles mortes tapissaient le sol, mêlées à des éclats de verre et des pierres tombées du plafond. Les murs, percés de torchères vides, portaient encore des traces de tapisserie rongée. Des escaliers montaient vers les étages, d'autres descendaient dans l'obscurité du sous-sol. Chaque couloir s'enfonçait dans l'ombre comme une promesse ou une menace. Rachel fit un pas. Puis un autre. Son souffle dessinait de petites nuées blanches. Elle sentit, sans comprendre pourquoi, qu'elle venait de franchir plus qu'un seuil de pierre. Ce lieu, en ruine, portait une mémoire. Quelque chose d'endormi l'Y attendait une seconde chance, peut-être, ou un secret que même le temps n'avait pas su enterrer. Rachel serra ses enfants contre elle. « Restez près de moi » murmura-t-elle. Ils obéirent sans protester. Ensemble, ils avancèrent à travers le château, leurs pas résonnant dans les couloirs vides comme des échos venus d'un autre siècle. Chaque pièce semblait pire que la précédente, plafonds effondrés, meubles brisés,
graffiti grossier laissé par des intrus de passage. Dans une chambre, un tas de journaux jaunis datés de 1967, dans une autre, un lit de fer rouillé et une seule chaussure oubliée racontaient une fuite précipitée, un départ sans retour. Tout respirait l'abandon, la poussière et le temps figé. « Maman, j'aime pas cet endroit », dit doucement Lily. Rachel non plus. Mais elle continua d'avancer. Elle avait dépensé 700 $ pour ce château, et elle devait tout voir, chaque recoin, chaque cicatrice du passé. Ils terminèrent d'explorer le rez-de-chaussée avant de monter prudemment l'escalier. Le bois gémissait sous leurs pas, menaçant de céder à tout moment. Rachel fit patienter les enfants en bas et testa chaque marche avant de leur permettre de la suivre. L'étage supérieur n'offrait guère plus d'espoir, des chambres vides, un couloir envahi de moisissures, une salle de bain avec une vieille baignoire à pattes de lion remplie d'eau de pluie et de feuilles pourries. Dans ce qui avait été une bibliothèque, les étagères béaient, vides, sous une épaisse couche de suie. Quand elle atteignit le 3e étage, Rachel sentit son courage l'abandonner. Ce n'était pas une maison à retaper, c'était une ruine, un gouffre à argent, une erreur monumentale. Elle s'assit sur le plancher d'une pièce éventrée, probablement une ancienne chambre, et se prit la tête entre les mains. Lily vint s'asseoir contre elle, silencieuse, tandis que Mason regardait par la fenêtre le vent agiter les arbres. « Maman » demanda Lily d'une voix timide. « On va vivre ici » Rachel eut un rire nerveux, presque un sanglot. « Non, ma chérie, non. »« Alors pourquoi on est venu » Rachel resta muette. Pourquoi, en effet? Parce qu'elle avait cru à un signe du destin? À une seconde chance? Parce qu'elle avait voulu croire que quelque chose, quelque part, lui devait une revanche. J'ai fait une erreur, souffla-t-elle enfin. Ils restèrent là longtemps, enveloppés par le silence et la poussière, jusqu'à ce que Mason, qui n'avait pas bougé de la fenêtre, désigne un point du sol. « Maman, c'est quoi, ça » Rachel leva les yeux. Au début, elle ne vit qu'un tas de débris. Puis son regard distingua une ligne, une couture dans le plancher, trop nette pour être naturelle. Elle se leva, s'approcha, balaya la poussière du pied. Les planches formaient un carré. Un panneau. Un accès. Son cœur se remit à battre plus fort. Elle s'agenouilla, écarta les feuilles sèches. Des charnières de fer rouillé apparurent, et une poignée incrustée dans le bois. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lily. « Je ne sais pas. » Rachel tira sur la poignée. Rien. Elle tira plus fort. Toujours rien. Alors elle prit appui contre le mur et tira de toutes ses forces. Le bois gémit, un nuage de poussière s'éleva, puis un craquement sinistre retentit, la trappe céda brusquement. Sous leurs yeux, un trou béant s'ouvrit. Une volée de marches de pierre descendait dans une obscurité glaciale. Un souffle d'air froid monta, chargé d'odeur de terre et d'un relent métallique. Rachel sentit ses tempes battre. « Restez ici » ordonna-t-elle. « Maman, non » s'écria Lily, agrippant son bras. Mais Rachel se dégagea doucement et alluma la lampe de son téléphone. Le faisceau trancha les ténèbres, révélant les marches humides et la pierre suintante. Elle inspira profondément et commença à descendre. 10 marches, 20, 30. L'air se fit plus lourd, plus froid. Les murs se resserraient. La lumière vacilla. Mais elle continua. Enfin, l'escalier déboucha sur un couloir étroit, creusé à même la roche. Le sol irrégulier portait les traces d'un ancien passage. Rachel avança, lentement, son faisceau balayant les murs. Le couloir s'incurvait vers la gauche. Puis elle la vit, une porte. Massive, de fer, incrustée dans la pierre comme l'entrée d'un tombeau. Aucune poignée, aucun verrou. Juste un symbole gravé en son centre, une tête de lion. Rachel posa la main dessus. Le métal était glacé. Elle poussa. Rien. Elle insista. Toujours rien. Puis, sans réfléchir, son doigt effleura l'œil du lion. Un déclic retentit, suivi d'un grondement lointain. Des engrenages se mirent en mouvement, des rouages grinçants tournèrent lentement. Le sol vibra. Et, dans un gémissement de métal, la porte commença à s'ouvrir. Une lumière s'en échappa, pas celle d'une lampe, ni du soleil, mais une clarté dorée, douce et irréelle, qui semblait venir de partout et de nulle part. Rachel franchit le seuil, le souffle coupé. La salle était immense. Une caverne creusée dans la montagne, soutenue par d'épais piliers de pierre.
Et partout, sur le sol, contre les murs, empilés en rangées infinies, des lingots d'or. Des centaines, des milliers, chacun frappé de symboles et de numéros qu'elle ne reconnaissait pas. L'éclat de l'or remplissait l'air d'une chaleur presque mystique. Rachel sentit ses genoux fléchir. Son téléphone glissa de sa main et heurta le sol. Elle resta figée, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Ce n'était pas possible. Pas réel. Et pourtant. Elle tendit la main, prit un lingot. Le poids la fit chanceler. Froid, dense, indéniablement vrai. Elle le reposa, les doigts tremblants. Mon Dieu! Murmura-t-elle. Au-dessus d'elle, la voix de Lily résonna faiblement. Maman? Tu vas bien? Oui, ma chérie, oui. Mais ce n'était pas vrai. Parce qu'à cet instant précis, Rachel savait qu'elle venait de découvrir quelque chose qui allait bouleverser leur existence. Elle, la serveuse épuisée, endettée, avait acheté pour 700 $ un château sous lequel dormait une fortune capable de tout changer, ou de tout détruire. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la lumière dorée, les piles d'or s'étendant à perte de vue. Son cœur battait trop fort, trop vite. Elle était remontée de ce souterrain dans un état second, titubant, le visage blême. Les enfants l'avaient bombardée de questions, « Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi t'as l'air bizarre? T'es malade ?» Elle avait menti. Rien d'intéressant, juste un vieux sous-sol. Lily avait froncé les sourcils, méfiante, mais Mason l'avait cru. Le trajet du retour s'était déroulé dans un silence pesant. Les mains crispées sur le volant, Rachel fixait la route, jetant sans cesse des regards dans le rétroviseur, persuadée qu'on les suivait. Mais la route resta vide. De retour à l'appartement, elle coucha les enfants, les embrassa sur le front, puis s'assit sur son matelas, incapable de fermer l'œil. Elle fit les calculs. Encore et encore. Le prix de l'or. Le poids d'un lingot standard. Le nombre approximatif qu'elle avait vu. 289 millions de $. Le chiffre s'imposait, absurde, colossal. Il paraissait irréel, comme sorti d'un rêve fiévreux. Et pourtant, elle avait tenu cet or entre ses mains. C'était vrai. Ce qui signifiait qu'à partir de maintenant, rien ne serait plus pareil. Mais Rachel n'était pas naïve. Trouver un trésor ne voulait pas dire qu'on pouvait le garder. Il y avait les lois, les impôts, les propriétaires disparus, les héritiers potentiels, les enquêtes. Si elle déclarait sa découverte, tout lui serait confisqué. Les banques, les avocats, les politiciens tous se partageraient la fortune pendant qu'elle retournerait servir du café pour 11 $ de l'heure. Ou bien, elle pouvait se taire. Garder le secret. Découvrir d'où venait cet or et trouver un moyen de le revendiquer. L'idée la terrifia. Elle n'était pas une criminelle. Elle ne l'avait jamais été. Mais la femme qu'elle avait été, celle qui croyait à la justice, à la morale, à la sécurité d'un foyer, avait disparu le jour où son mari était parti, la laissant seule avec 2 enfants et 37 000 $ de dette. La vie, pensa-t-elle, change les gens, peu importe leurs principes. Les jours suivants, Rachel fit semblant de vivre normalement. Elle travaillait au dîner, servait des clients, souriait. Mais son esprit restait prisonnier du souterrain. Le soir, après avoir bordé les enfants, elle fouillait Internet, cherchant tout ce qu'elle pouvait sur le château et son passé. Les fragments d'histoire qu'elle trouva ne firent qu'épaissir le mystère. Le château avait été bâti en 1873 par un certain Edmund Valmont, un immigrant français devenu magnate des chemins de fer et du commerce maritime. Homme secret, fantasque, dont la fortune semblait provenir de sources obscures. On murmurait qu'il trempait dans la contrebande, dans des affaires que les journaux de l'époque n'osaient pas nommer. Edmund mourut en 1926. Son fils, Henri Valmont, habita le domaine jusqu'en 1941, année où il disparut sans laisser de traces. Ni corps, ni lettres, rien. Le château resta vide. Ensuite, il passa de main en main, de banque en banque, sans que personne ne s'y installe jamais. Trop isolé, trop délabré, trop chargé d'histoire. Jusqu'à Rachel. Elle tomba sur un vieil article de 1924 évoquant une rumeur tenace, l'existence d'un coffre secret où Valmont aurait caché ses biens les plus précieux. Le journaliste concluait avec scepticisme. On raconte que les murs de Valmont parlent la nuit, mais personne n'a jamais trouvé la voie de son trésor. Rachel, elle, l'avait trouvé. Et elle savait,
au plus profond d'elle-même, que cette découverte n'était pas une bénédiction. C'était une épreuve. Une porte qu'on ne referme jamais une fois franchie. On l'avait appelée légende, folklore, une de ces histoires qu'on raconte pour donner un peu de mystère à la vie d'un vieil homme riche. Mais ce n'était pas une fable. Rachel le savait. Elle l'avait vue, cette pièce, elle y avait mis les pieds. Et si cette partie de l'histoire était vraie, alors tout le reste pouvait l'être aussi, la contrebande, les alliances obscures, les fortunes inexplicables. Ce trésor d'or n'était peut-être pas pur. Il était peut-être volé, taché de sang, d'injustice, de secret. Depuis qu'elle avait découvert la salle, Rachel vivait avec une peur muette, un vertige constant. Si quelqu'un apprenait ce qu'elle avait trouvé, il viendrait. Pas des curieux, non, des hommes dangereux, les mêmes qui, depuis un siècle, cherchaient cet or perdu. Des gens capables de tout, absolument tout, pour le récupérer. Cette pensée la hantait la nuit. Elle commença à verrouiller 2 fois la porte de l'appartement, à vérifier les fenêtres avant de dormir, à jeter des regards inquiets par-dessus son épaule chaque fois qu'elle se rendait à sa voiture. La paranoïa s'insinua d'abord doucement, comme une ombre au coin de l'œil, puis elle prit racine, dévorante. Chaque client du dîner devint une menace potentielle. Chaque voiture qui passait sous sa fenêtre ressemblait à une filature. Chaque appel inconnu sonnait comme le début de la fin. Rachel s'éteignait à petit feu. Elle ne parlait plus, ne riait plus. La fatigue se lisait sur son visage, ses gestes étaient mécaniques, sa voix tremblait dès qu'on la surprenait. Un soir, à table, Lily leva enfin les yeux de son assiette. « Maman, ça va ?» demanda-t-elle timidement. Rachel sursauta, elle fixait son assiette depuis plusieurs minutes, sans manger. « Je vais bien, ma chérie. Tu dis toujours ça. Mais tu es toujours fatiguée. C'est juste le travail. Beaucoup de clients, beaucoup d'heures. » Lily n'avait pas l'air convaincue, mais elle se tut. Mason continuait de manger en silence, inconscient de la tension qui traversait l'air comme un courant électrique. Rachel, elle, sentait son esprit vagabonder loin d'eux, vers ce château et le secret qu'il recelait. Une semaine après la découverte du trésor, Rachel prit une décision insensée, elle retourna au château, seule. Elle confia les enfants à Dorothy, sa voisine, une vieille dame douce et discrète qui, pour $20, acceptait de les garder sans poser de questions. Rachel prétexta des courses. Elle n'en dit pas plus. La route lui sembla plus longue cette fois, les arbres plus sombres, le silence plus lourd. Quand la silhouette du château apparut enfin entre les troncs, son cœur se serra. Le bâtiment semblait différent. Moins en ruine, mais plus vivant. Comme s'il l'attendait. Comme s'il la jugeait. Elle resta quelques minutes dans la voiture, les mains crispées sur le volant, écoutant le martèlement de son propre cœur. Puis elle attrapa la lampe de poche dans la boîte à gants et descendit. Le vent était tombé. Pas un oiseau, pas une branche qui craque. Juste un silence compact, presque hostile. En poussant la porte d'entrée, elle sut immédiatement que quelque chose clochait. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre quoi. Puis elle le vit, des empreintes dans la poussière. Fraîches. Trop fraîches. Pas les siennes. Pas celles des enfants. Un frisson glacé lui remonta le long de l'échine. Son instinct hurlait de fuir, de courir jusqu'à la voiture, de tout oublier. Mais une autre voix, plus froide, plus dure, la retint. Si quelqu'un d'autre savait pour le trésor, alors elle avait déjà perdu. Son seul espoir de s'en sortir, c'était d'en savoir plus que les autres. Elle suivit les traces, lentement, prudemment, sa lampe découpant des couloirs d'ombre. Les empreintes montaient vers le 3e étage, jusqu'à la pièce où se trouvait la trappe secrète. Arrivée là, Rachel se figea. La trappe était fermée, recouverte d'une fine couche de poussière intacte. Personne n'était descendu. Mais les empreintes parcouraient la pièce, s'arrêtant devant les murs, comme si quelqu'un avait cherché, et n'avait rien trouvé. Elle expira lentement, soulagée sans l'être. Elle se pencha, ouvrit la trappe, et descendit les marches de pierre. L'air était plus froid que la dernière fois, plus humide. Le couloir semblait s'allonger à mesure qu'elle avançait, avalée par la pénombre. Devant la porte de fer, elle posa sa main sur l'œil du lion sculpté et appuya. Les mécanismes se mirent en branle dans un grondement sourd, et la lourde porte s'ouvrit. Une lumière dorée se déversa sur elle. Le trésor était toujours là. Intact. Les lingots étincelaient faiblement dans la pénombre,
comme un soleil enfoui. Rachel sentit ses genoux fléchir. Tout était exactement comme elle l'avait laissé. Personne n'était venu ici. Pas encore. Mais quelqu'un cherchait. Et tôt ou tard, il trouverait. Au milieu de cette salle dorée, Rachel ne ressentit ni triomphe ni avidité, seulement une peur viscérale. Elle était prisonnière de sa propre découverte. Ce qu'elle avait pris pour une promesse d'avenir était devenu un piège. Elle passa plus d'1 heure à inspecter la pièce, sa lampe balayant les murs, les coffres, les recoins. Et c'est là qu'elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant, des gravures sur les lingots. Des lettres, des chiffres, parfois en anglais, parfois en français, parfois dans une langue inconnue. Intriguée, elle sortit son téléphone, prit des photos sans flash par peur que la lumière, d'une manière ou d'une autre, soit visible du monde au-dessus. Au fond de la pièce, derrière une pile de lingots, se trouvait un vieux bureau. En bois massif, recouvert d'une épaisse couche de poussière. Dessus reposait un journal en cuir, craquelé, jauni par le temps. Rachel le prit avec précaution. La couverture se fendit sous ses doigts. Les pages, écrites d'une main élégante et disciplinée, étaient en français. Elle n'en comprenait qu'une partie, mais reconnut plusieurs noms, Edmund Valmont, Henri Valmont. Des chiffres, des dates, des lieux, des montants. C'était un registre, un journal de transactions. Puis, vers la fin, une entrée attira son regard. Daté de décembre 1941. Les mots, cette fois, étaient en anglais, écrits à la hâte. Deire coming. I can hear them. If you find this, know that it tried to stop them. The gold is cursed. Blood money. It should have been returned long ago, but father was too proud, too greedy. Now they'll kill me for it, and they'll keep killing until it's found. God forgive us all. Rachel sentit son cœur se serrer. Henri Valmont. C'était forcément lui. Ce texte, il l'avait écrit la nuit de sa disparition, la nuit où tout avait commencé. Et maintenant, un siècle plus tard, l'histoire se répétait. Elle referma le journal, le glissa sous son bras, jeta un dernier regard à la salle d'or et remonta les marches, refermant derrière elle la lourde porte de fer. Lorsqu'elle atteignit le rez-de-chaussée, elle s'immobilisa. Le vent s'était levé, sifflant à travers les fenêtres brisées, faisant gémir les murs. Et sous ce souffle, un autre son se fit entendre, le craquement de gravier. Des pas. Son sang se glaça. Rachel éteignit sa lampe, se plaqua contre le mur, retenant son souffle. Les pas se rapprochaient. Lent. Prudent. Quelqu'un faisait le tour du château. 1 minute passa. Puis 2. Puis le silence revint, oppressant. Rachel compta mentalement jusqu'à 60 avant d'oser bouger. Elle s'approcha d'une fenêtre et jeta un coup d'œil discret dehors. Un homme se tenait à la lisière des arbres. Grand, large d'épaules, vêtu de sombre. Son visage restait dans l'ombre, mais son regard, lui, semblait fixé droit sur elle. Rachel se recula brusquement, le cœur battant à tout rompre. L'avait-il vue? Elle resta là, adossée au mur, écoutant le sang battre dans ses tempes. Puis un bruit, un moteur. Une voiture qui démarre, qui s'éloigne. Elle attendit encore 5 longues minutes avant d'oser regarder à nouveau. L'homme avait disparu. Mais elle savait. Il reviendrait. Rachel courut jusqu'à sa voiture, lança le moteur et quitta le domaine à toute allure. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle atteignit la ville, garée devant son immeuble, les mains tremblantes sur le volant. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle mit les enfants au lit plus tôt que d'habitude, puis s'assit seule à la table de la cuisine, le journal ouvert devant elle. Avec l'aide de son téléphone, elle traduisit les passages en français. La plupart parlaient de vente, d'achat, de cargaison, de clients et des affaires. Mais ça et là, des phrases inquiétantes, ils se rapprochent. Le consortium ne me croit plus. Nous sommes traqués. Une entrée datée de 1923 la glaça. Le consortium s'impatiente. Ils croient que je possède l'or des Habsbourg. Ils se trompent, mais ils ne me croiront pas. J'ai déplacé le trésor, caché plus profondément. Quand ils le trouveront, ils viendront pour Henri. Je lui ai fait promettre de le détruire si je venais à disparaître. Mais il ne le fera pas. Il me ressemble trop. L'or des Habsbourg. Rachel tapa les mots dans son téléphone. Ce qu'elle lut la laissa sans voix.
L'Empire Habsbourg, dynastie royale d'Europe centrale, déposée après la Première Guerre mondiale. Une fortune colossale, or, bijoux, œuvres d'art saisies, dispersées, volées, perdues. Des milliards envolés dans le chaos. Et selon certaines théories, une partie aurait été smugglée vers l'Amérique par des marchands influents, dont certains portaient le nom de Valmont. Ses mains devinrent moites. Si ce qu'elle avait trouvé était bien ce trésor, alors il ne s'agissait plus seulement d'argent, mais d'une pièce d'histoire mondiale. Et cela signifiait qu'elle venait de mettre le pied dans un réseau de convoitises vieilles de sang, gouvernements, collectionneurs, mafias, héritiers et tous prêts à tuer pour remettre la main dessus. Rachel referma le journal et enfouit son visage dans ses mains. Ce n'était pas une bénédiction. C'était une malédiction, exactement comme Henri Valmont l'avait écrit. Elle pensa un instant à prévenir les autorités. Mais elle comprit aussitôt ce que cela impliquerait, elle perdrait tout. Le château, l'or, ses rêves. Elle deviendrait une simple note en bas de page, l'inconnu qui avait découvert le trésor d'autrui. Le lendemain matin, Rachel appela son travail pour dire qu'elle était malade. Elle déposa les enfants à l'école, puis se rendit à la bibliothèque municipale. 6 heures durant, elle chercha, fouilla, lut tout ce qu'elle pouvait trouver sur la famille Valmont, l'or des Habsbourg, et surtout sur le consortium. Ce qu'elle découvrit lui glaça le sang. Rachel Monroe et le feu du château Valmont. Ils se faisaient appeler les chasseurs de fortune, un nom que l'histoire avait presque effacé. Derrière ce titre se cachaient des contrebandiers, des mercenaires, des chercheurs d'or sans scrupules. Entre les années 1920 et 1960, ils avaient sillonné l'Europe et l'Amérique à la recherche de trésors perdus, d'or volé, de fortunes oubliées dans les ruines des guerres. Puis, sans explication, ils avaient disparu. Certains disaient qu'ils s'étaient entretués. D'autres juraient qu'ils opéraient encore, dans l'ombre, et qu'ils tuaient toujours pour garder leur secret. Rachel avait passé des heures à fouiller les archives poussiéreuses de la bibliothèque. Elle y avait trouvé d'anciens articles, des coupures jaunies parlant de disparitions jamais élucidées, d'enquêteurs trop curieux, d'aventuriers retrouvés morts au fond de ravins ou jamais retrouvés du tout. Tous avaient un point commun, ils s'étaient approchés de trop près du mystère des Habsbourg et de l'or qu'ils cachaient. Parmi eux, un nom revenait souvent, Henri Valmont. Lui aussi avait disparu. Et maintenant, tout semblait recommencer. Ce jour-là, Rachel quitta la bibliothèque à 3 heures de l'après-midi, la tête bourdonnante d'informations et de peur. Elle récupéra les enfants à l'école, les ramena à l'appartement, prépara le dîner, vérifia les devoirs, donna le bain, lut une histoire avant de les border. En apparence, tout allait bien. Mais derrière ce masque de mère parfaite, son esprit hurlait. Chaque ombre lui paraissait menaçante, chaque bruit lui arrachait un sursaut. Cette nuit-là, alors que tout dormait, un bruit la fit se redresser. Un craquement, léger, dehors. Puis un autre, plus proche. Des pas sur le gravier. Elle s'approcha de la fenêtre sans allumer la lumière. Là, de l'autre côté de la rue, une voiture noire était garée. Moteur éteint. Vitre teintée. Quelqu'un était à l'intérieur. Et cette personne la regardait. Son souffle se coupa. Elle recula, le cœur battant à tout rompre. Il l'avait trouvée. Mais comment? Elle n'avait rien dit à personne, n'avait laissé aucune trace. À moins que, le château soit surveillé. À moins qu'on ait suivi sa voiture, noté sa plaque, tracé chacun de ses pas. Elle prit son téléphone. Le 9, puis le 1. Mais elle s'arrêta. Que dirait-elle? J'ai trouvé de l'or volé et quelqu'un m'espionne? Personne ne la croirait. Et même si on la croyait, on confisquerait tout. L'or, les preuves, sa chance de comprendre. Alors elle reposa le téléphone, verrouilla la porte, vérifia chaque fenêtre, puis s'assit au sol, dos au mur, un couteau de cuisine serré dans les mains. Elle resta ainsi, immobile, jusqu'à l'aube. Quand le soleil se leva, la voiture avait disparu. Mais Rachel savait qu'elle reviendrait. Elle appela Dorothy, sa voisine et amie, lui demanda si elle pouvait garder les enfants quelques jours. Elle parla vaguement d'une urgence familiale. Dorothy accepta sans poser de questions. Rachel fit les valises de Lily et Mason, les déposa chez elle, les embrassa plus longtemps que d'habitude. « Maman, qu'est-ce qu'il y a » demanda Lily, ses grands yeux pleins d'inquiétude. « Rien, ma chérie. Juste des choses d'adulte à régler. Je reviens vite. Tu promets ? » Rachel sourit, mais son cœur se serra.
Elle ne savait pas si elle pouvait tenir cette promesse. Parce qu'elle allait retourner au château. Parce qu'elle devait savoir qui la suivait, qui ces hommes étaient, ce qu'ils cherchaient. Et surtout, elle devait mettre fin à tout cela avant que quelqu'un ne soit blessé. Avant que ses enfants ne perdent la seule personne qu'il leur restait. La route vers le nord serpentait entre les collines sombres. Le soleil se couchait derrière les arbres, projetant des ombres longues et mouvantes. Quand la silhouette du château apparut à l'horizon un noir, découpé dans la brume du crépuscule, Rachel sentit la peur la traverser comme un courant glacé. Elle gara sa voiture à une distance prudente, dissimulée sous les pins. Armée d'une lampe torche et du même couteau qu'elle avait tenu toute la nuit, elle marcha vers le château. Le vent faisait gémir les volets brisés. Devant l'entrée, une autre voiture. Vide. Portières ouvertes. Quelqu'un était là. Rachel sentit son cœur s'accélérer. Elle avança sans bruit, glissant le long des murs, profitant de l'obscurité. La porte du château était entr'ouverte. Elle entra. L'air à l'intérieur sentait la pierre froide et la poussière. La lune filtrait à travers les vitres brisées. Des voix montaient du haut des escaliers. Des voix d'hommes. Rachel éteignit sa lampe, s'orienta à la mémoire, gravit les marches une à une. Les voix la menèrent jusqu'au 3e étage, la pièce de la trappe. La trappe était ouverte. Une lumière dansait en dessous. Elle se pencha, discrète. 2 hommes se tenaient dans le couloir de pierre souterrain. L'un consultait une tablette. L'autre, armé d'un pied de biche, s'acharnait sur une porte de fer. « C'est ici », dit le premier. Le journal de l'ancien propriétaire parlait d'une chambre scellée. « C'est forcément ça. »« Alors pourquoi cette foutue porte ne bouge pas ?» grommela l'autre. « Il doit y avoir un mécanisme, un levier caché. » Rachel sentit la panique monter. Ils cherchaient le coffre. Mais ils ne savaient pas comment l'ouvrir. Ils ignoraient tout du lion et du système de sécurité qu'elle avait découvert. Cela voulait dire qu'elle avait encore une chance. Mais pour faire quoi? Elle ne pouvait pas les affronter. Pas seule. Alors, elle prit la seule décision qui lui restait, tout détruire. Elle recula doucement, redescendit sans bruit, ressortit du château et courut jusqu'à sa voiture. Dans le coffre, un vieux jerrycan d'essence. Elle le saisit, retourna à l'intérieur, et sans réfléchir davantage, traça une traînée de carburant du hall d'entrée jusqu'à l'escalier principal. Puis, d'une main tremblante, elle craqua une allumette. Le feu prit aussitôt. Une langue orange courut sur le sol, grimpa les marches, s'accrocha aux tapisseries moisies. Le bois ancien s'enflamma comme de la paille sèche. En quelques secondes, le château devint un brasier. Rachel recula, suffoquée par la fumée, et s'échappa dehors. Derrière elle, les cris éclatèrent. Des pas précipités. Des voix paniquées. Les 2 hommes surgirent du feu, couverts de cendres, les yeux écarquillés. « Toi !» hurla l'un d'eux. Mais Rachel courait déjà. Elle rejoignit la voiture, démarra à toute allure. Dans le rétroviseur, le château s'effondrait dans un ouragan de flammes. Des millions de dollars d'or dormaient toujours sous ces ruines intactes, enfouies, protégées. Elle venait de détruire le seul bien qu'elle possédait. Mais elle venait aussi de gagner du temps. Du temps pour comprendre. Du temps pour survivre. Car cette histoire, elle le savait maintenant, ne faisait que commencer. Le lendemain, les images du château en flammes faisaient la une des journaux télévisés. Rachel, assise dans le salon de Dorothy, regardait l'écran sans un mot, le son baissé pour que les enfants n'entendent pas. Incendie suspect d'un manoir historique, la police cherche des témoins. La journaliste parlait de « structure abandonnée », de « propriétaire récent », de « piste criminelle ». Rachel coupa la télévision. Ses mains tremblaient. Dorothy la regardait depuis la cuisine, inquiète. « Tu es pâle comme un fantôme, ma chérie. Tout va bien ? » « Oui, juste fatiguée, » mentit Rachel. Mais au fond, elle savait que rien n'était réglé. Les hommes l'avaient vue. Ils connaissaient désormais son visage. Et maintenant, la police enquêtait. Les enquêteurs allaient poser des questions auxquelles elle ne pourrait pas répondre. Elle passa la journée à chercher de l'aide. Des avocats, des cliniques juridiques gratuites, n'importe qui. Mais dès qu'elle prononçait le mot « or », les conversations s'interrompaient. Ceux qui ne raccrochaient pas lui conseillaient d'aller voir la police. Elle remerciait poliment,
raccrochait, puis serrait le téléphone contre sa poitrine. Non. Pas encore. Pas tant qu'elle ne comprendrait pas toute l'histoire. Ce soir-là, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. Madame Monroe? Une voix d'homme, posée, professionnelle. Ici le détective James Carvey, de la police d'État de Pennsylvanie. Je mène l'enquête sur l'incendie du château Valmont. Vous en êtes bien la propriétaire? Rachel sentit sa gorge se dessécher. Oui, c'est exact. Je souhaiterais vous poser quelques questions. Pourriez-vous passer au poste demain matin? Suis-je accusé de quelque chose? Non, madame. C'est une procédure de routine. Elle n'avait pas le choix. Refuser paraîtrait suspect. Très bien. 9 heures. Parfait. À demain. La ligne se coupa. Rachel resta figée, le téléphone dans la main. Elle avait moins de 12 heures pour décider, dire la vérité, mentir, ou fuir. Mais où? Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Allongée sur le canapé, les yeux rivés au plafond, elle rejoua chaque scénario dans sa tête. Tout se finissait mal. Le lendemain, elle se gara devant le commissariat, un bâtiment carré de briques ternes. Elle prit quelques secondes pour respirer avant d'entrer. Le détective Carvey vint la chercher. Cinquantaine grisonnante, regard fatigué. Il la conduisit dans une petite salle grise, 2 chaises, une table métallique, une cafetière. Café, demanda-t-il. Non, merci. Il ouvrit un dossier. À l'intérieur, des photos, le château avant et après. Les ruines fumantes semblaient hurler dans le silence. Vous avez acheté cette propriété il y a 2 semaines pour $700, c'est exact? Oui. Pourquoi? Rachel avait préparé sa réponse. Je suis mécanicienne. Je voulais la retaper, la revendre, ou au pire, récupérer les matériaux. Carvey hocha la tête. Vous vous y êtes rendu après l'achat? 2 fois. Une fois avec mes enfants, une fois seule. Et lors de cette dernière visite? J'explorais les lieux. Je voulais savoir si la structure tenait encore. Carvey la fixait, calme. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi quelqu'un aurait voulu brûler ce château? Rachel sentit son pouce accélérer. Vous pensez que je ne suis pas responsable de l'incendie? Je dis que nous avons trouvé des traces d'au moins 2 autres personnes sur les lieux. Des empreintes, des pneus. Et une caméra d'une station-service montre une berline noire avec 2 hommes se dirigeant vers le château au moment du feu. Il sortit une photo. Un pied de biche calciné. On l'a retrouvé sur place. On cherche des empreintes. Rachel sentit son sang se glacer. Donc, ce sont eux? Je pense qu'ils étaient là. Ce que j'ignore, c'est ce qu'ils cherchaient. Il se pencha vers elle. Et vous, Madame Monroe, vous le savez? Rachel soutint son regard. Elle pensa au journal dissimulé dans son sac, au coffre d'or enfoui sous les pierres, à la peur constante qui lui rongeait l'âme. Puis elle inspira profondément. J'ai trouvé quelque chose, dit-elle doucement. Le détective ne bougea pas. Quoi donc? Une pièce secrète, sous le château. Fermée par une porte en fer. Je n'ai pas pu l'ouvrir, mais je crois que ces hommes essayaient de le faire. Et que pensez-vous qu'il y avait derrière cette porte? Rachel baissa les yeux, incapable de répondre. Parce qu'elle le savait déjà. Et que dire la vérité, cette fois, pourrait bien lui coûter la vie. Rachel ignorait encore à quel point le passé du château allait bouleverser sa vie. Carvey, l'enquêteur, l'écoutait sans l'interrompre, observant chaque nuance de son visage. Lorsqu'elle lui parla de l'histoire du bâtiment, de l'homme qui l'avait construit et de sa réputation liée à la contrebande, son ton oscillait entre peur et incrédulité. On racontait que des trésors y étaient cachés. Elle n'y avait pas cru, pas avant d'acheter les lieux. Mais les hommes qui l'avaient attaqué, eux, y croyaient dur comme fer. Carvey referma lentement le dossier posé devant lui. Voilà ce que nous allons faire, dit-il d'une voix calme mais ferme. Nous poursuivons l'enquête. Si ces hommes ont un lien avec le crime organisé ou avec un réseau de chasseurs de trésors, c'est bien plus grave qu'un simple incendie. En attendant, soyez prudente. Ils vous ont vu. Ils pourraient revenir. Rachel acquiesça. Ils m'ont vu, murmura-t-elle.
C'est pour ça que j'ai fui. Le détective lui tendit une carte. Gardez vos enfants près de vous. Si quelque chose vous semble suspect, appelez-moi, jour et nuit. Mon numéro personnel est au dos. Elle serra la carte contre sa poitrine, une lueur de soulagement dans les yeux. Merci, souffla-t-elle. Ne me remerciez pas encore, répondit Carver. Ce n'est pas terminé. Lorsqu'elle quitta le commissariat, Rachel se sentit un peu plus légère, mais pas vraiment en sécurité. Carver la croyait ou du moins, il ne la prenait pas pour une folle. Mais les hommes du château couraient toujours. Et ils savaient qui elle était. Elle retrouva ses enfants chez Dorothy, leur bienveillante voisine, et les emmena manger une glace. Elle voulait voir leur sourire, sentir la chaleur d'un moment simple, ordinaire, loin de la peur. Pendant 1 heure, elle y parvint presque. Elle oublie alors, le feu, le danger, presque. Cette nuit-là, après avoir bordé Lily et Mason, Rachel rouvrit le vieux journal qu'elle avait trouvé au château. Elle l'avait évité pendant des jours, craignant ce qu'elle pourrait y lire. Mais l'ignorance la rongeait. Elle tourna les dernières pages, celles écrites en décembre 1941 par Henri Valmont. L'écriture tremblait, nerveuse, presque désespérée. Et un nom revenait, 2 fois souligné, Elias Crane. Père a fait un accord avec Elias Crane. Il lui a promis la moitié si quelque chose m'arrivait. Mais Crane est un serpent. Il prendra tout. J'ai écrit à la seule personne en qui j'ai confiance, Marguerite. Elle saura quoi faire. Marguerite. Rachel bondit, alluma son ordinateur portable et se mit à chercher. Les heures s'égrenèrent. Enfin, elle trouva une piste, une nécrologie de 1987. Marguerite Valmont-Rousseau, décédée à 73 ans, laisse derrière elle une fille, Claire Rousseau. Rien d'autre. Mais c'était un début. Elle chercha Claire Rousseau. 3 résultats, Oregon, Québec, Pennsylvanie. La dernière adresse se trouvait à 2 heures de route. Rachel resta longtemps immobile, le regard fixé sur l'écran. C'était insensé traquer les descendants d'un homme disparu depuis 80 ans. Mais que lui restait-il? Henri avait fait confiance à Marguerite. Peut-être que sa descendante détenait encore une part de la vérité. Le lendemain matin, elle appela Dorothy. « Peux-tu garder les enfants encore un jour ?»« Bien sûr, ma chérie. Prends le temps qu'il faut. » Rachel l'étreignit, promettant de tout lui expliquer bientôt. Puis elle prit la route. La maison se trouvait en bordure d'un petit bourg tranquille. Le jardin, soigné, était bordé de fleurs. Un chien aboya à l'intérieur. Quand Rachel frappa, une femme d'une 60aine d'années lui ouvrit, cheveux gris-argent, regard perçant, méfiant. « Que puis-je pour vous ?»« Je cherche Claire Rousseau. »« C'est moi. » Rachel prit une inspiration. « Je m'appelle Rachel Monroe. J'ai acheté le château Valmont il y a 2 semaines. J'y ai trouvé quelque chose, que je crois lié à votre famille. » Le visage de Claire se figea. Une étincelle de peur, puis de compréhension. « Entrez, dit-elle d'une voix basse. Tout de suite. L'intérieur sentait le bois et le thé. Des livres couvraient les étagères, des photos anciennes tapissaient les murs. Claire servit 2 tasses fumantes et s'assit face à elle. « Combien savez-vous ?»« Assez pour être terrifiée, » répondit Rachel. Elle posa le journal sur la table. Claire blêmit. Ses mains tremblaient lorsqu'elle le toucha. « Je croyais ce carnet perdu, » murmura-t-elle. « Ma grand-mère l'avait confié à ma mère avant de mourir, lui demandant de le garder en lieu sûr. Mais ma mère ne croyait pas à ces histoires, elle l'a jeté. Du moins, je le pensais. » Rachel fronça les sourcils. « Quelles histoires ?» ?»« Celle de l'or des Habsbourg. » Le nom résonna dans la cuisine comme une malédiction. Claire continua. « Mon arrière-grand-père, Edmund Valmont, avait été engagé pour faire passer clandestinement un trésor hors d'Europe pendant la Première Guerre mondiale. Il devait le livrer à un acheteur à New York. Mais il l'a gardé. L'a caché. Et il a prétendu qu'il avait disparu. Depuis, le consortium le cherche. Ils ont tué Henri. Ils ont tenté d'assassiner ma grand-mère. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne l'auront pas retrouvé, ou tant que tous ceux qui savent n'auront pas disparu. » Rachel sentit le froid lui glacer le sang. « Alors, l'or est réel ? » Chaque lingot. 289 millions de dollars,
estima Claire. Mais ma famille n'en a jamais voulu. Parce qu'il est maudit. Du sang a coulé pour lui. Ma grand-mère disait que quiconque le touche finit détruit. Elle marqua une pause, puis murmura. Mais vous l'avez trouvé, n'est-ce pas? Rachel hocha la tête. Sous les ruines. Le château a brûlé. Claire sembla soulagée. Alors peut-être qu'il restera enterré. Mais les hommes du consortium ne s'arrêteront pas. Ils fouilleront, chercheront, toujours. Rachel se pencha. Aidez-moi. Dites-moi comment les arrêter. Comment protéger mes enfants? Comment mettre fin à tout ça? Claire resta silencieuse, le regard perdu dans le vide. Puis elle se leva, ouvrit un vieux buffet et en sortit un dossier relié. Ma grand-mère avait tout documenté, expliqua-t-elle. Elle voulait restituer l'or légalement, mais elle est morte avant de le faire. Ces papiers prouvent son origine, et qu'il appartient aux descendants de la famille Habsbourg, aujourd'hui représentée par une fondation internationale. Elle tendit le dossier à Rachel. Si vous voulez en finir, faites ce qu'elle n'a pas pu, rendez-le. Officiellement. Publiquement. Cela vous protégera, vous et vos enfants. Rachel fixa les documents, la gorge serrée. Et qu'est-ce que j'y gagne? La vie. La liberté. Et peut-être une récompense, 10% de la valeur retrouvée. 29 millions. Rachel sentit ses mains trembler. Ce n'était pas les 289 millions qu'elle avait cru, mais c'était assez. Plus qu'assez. Comment faire? Claire sortit une carte. Cet avocat s'occupait des affaires de ma grand-mère. Il connaît tout. Il vous aidera. Mais vous devez agir vite, avant que le consortium ne vous retrouve. Rachel prit la carte. Pourquoi m'aider? Parce que ma grand-mère l'aurait voulu. Parce que cette malédiction a rongé ma famille pendant un siècle. Et parce que vous avez des enfants, et qu'aucune mère ne mérite de vivre dans la peur. Rachel repartit avec le dossier, la carte, et un souffle d'espoir qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Elle se rendit immédiatement chez l'avocat, Marcus Webb, un homme aux cheveux d'argent et au regard encore vif malgré ses 75 ans. Elle lui raconta tout, le château, le feu, les hommes, l'or. Il écouta sans l'interrompre, puis esquissa un sourire tranquille. « Vous avez vécu un sacré mois, dit-il. Voilà ce que nous allons faire. Nous déposerons un rapport complet auprès des autorités, découvertes, localisation, circonstances. Ensuite, nous contacterons la Fondation Habsbourg pour amorcer la restitution. Enfin, nous réclamerons la prime légalement, publiquement. Et nous obtiendrons votre protection. Selon la menace, peut-être même une couverture fédérale. » Rachel sentit ses yeux s'embuer. « Merci. Ne me remerciez pas encore. Ce n'est que le début. » Mais pour elle, c'était déjà la fin d'un cauchemar. 2 jours plus tard, elle déposa sa déclaration. Carvey l'a mis en relation avec des agents fédéraux spécialisés dans le trafic international. Ils prirent l'affaire très au sérieux. Une semaine après, l'histoire éclata dans les médias. Une femme découvre 289 millions de dollars en or sous un château et choisit de les restituer. Le nom de Rachel Monroe devint célèbre du jour au lendemain. Les appels affluaient, journalistes, avocats, inconnus. Elle ignora presque tout, préférant se concentrer sur ses enfants et sur sa nouvelle vie. Mais 3 semaines après l'incendie, un coup à la porte fit voler sa tranquillité en éclats. Rachel regarda par le Judas, et se figea. Nathan. Son ex-mari. Celui qui l'avait abandonnée sans un mot, la laissant noyer dans les dettes. Elle ouvrit, sans le laisser entrer. « Qu'est-ce que tu veux? » « Je t'ai vu aux infos, » dit-il d'un ton faussement enjoué. « Félicitations. »« Merci. »« Maintenant, dégage. »« Attends. Je veux juste parler. Nous n'avons rien à nous dire. »« Si, justement. Techniquement, tu as acheté ce château avant que notre divorce ne soit finalisé. Ce qui veut dire, légalement, que j'ai droit à la moitié. » Rachel éclata d'un rire amer. « Tu m'as laissé avec 37 000 $ de dette et une lettre de rupture. Tu as signé la renonciation à tous tes droits. Le jugement n'était pas encore officiel à la date de l'achat. Mon avocat a vérifié. » Rachel sentit la colère monter. « Tu veux parler de ce qui est juste? Ce qui serait juste,
c'est que tu rendes tout ce que tu m'as volé. Que tu ne revoies plus jamais tes enfants. Nathan esquissa un sourire narquois. Je peux te poursuivre. Faire traîner l'affaire. T'humilier publiquement. C'est ce que tu veux? Rachel s'approcha de lui, si près qu'il sentit son souffle. J'ai survécu à pire que toi. J'ai affronté des hommes prêts à me tuer pour de l'or. J'ai brûlé un château. Alors crois-moi, Nathan, je ne crains plus rien. Et dans ce silence tendu, il comprit qu'elle disait vrai. Rachel se tenait face à Nathan, droite, immobile, les yeux durs. J'ai déjà raconté la vérité à des agents fédéraux, dit-elle d'une voix calme mais glaciale. Tu crois vraiment qu'un procès va m'effrayer? Un sourire acéré se dessina sur ses lèvres. Vas-y, essaie. Mon avocat te dévorera tout cru. Et quand tout sera terminé, il ne te restera plus rien. Le masque de confiance de Nathan se fissura. Sans un mot de plus, il quitta l'appartement. Rachel referma la porte, la verrouilla, puis s'effondra sur une chaise. Elle pleura, longtemps. Pas de douleur, mais de soulagement. Pour la première fois, elle avait tenu tête à cet homme. Et elle avait gagné. Le procès n'eut jamais lieu. Peut-être que l'avocat de Nathan lui avait expliqué qu'il n'avait aucun dossier solide. Peut-être aussi que Nathan avait compris que la Rachel qu'il avait quittée, brisée et effacée, n'existait plus. Peu importe la raison, il disparut, et cette fois-ci, son absence n'avait plus rien d'un vide. C'était une délivrance. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de réunions, de signatures, d'appels. La fondation Habsburg confirma l'authenticité de l'or, valida la récompense de découverte, 28,9 millions de dollars. Après impôts et frais juridiques, il lui restait un peu plus de 18 millions. Une somme qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Mais c'était son argent, légal, propre, mérité. Le jour où le chèque fut encaissé, Rachel emmena Lily et Mason manger des pizzas dans une petite pizzeria du centre-ville. Ils riaient, partageaient des parts dégoulinantes de fromage, s'amusaient sans contrainte. Rachel n'avait pas ressenti une telle légèreté depuis des mois. « Maman » demanda Lily en s'essuyant le menton, « sommes-nous riches maintenant ?» Rachel sourit. « Non, chérie. Nous sommes à l'aise. » Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'auras plus jamais à t'inquiéter du loyer, de la nourriture, ou de quoi que ce soit. Nous allons bien. Lily éclata de rire, Mason leva les bras en criant de joie, et Rachel sentit, pour la première fois depuis longtemps, une paix profonde l'envahir. Le château avait disparu. L'or avait été restitué. Le danger était derrière eux. Rachel Monroe, autrefois mère célibataire ruinée et désespérée, possédait enfin tout ce qu'il lui fallait, la sérénité, la dignité, et l'avenir. Mais cette victoire n'avait rien d'un miracle. Ce n'était ni la chance ni le destin. C'était le fruit de son courage. Elle avait osé affronter ses peurs, demander de l'aide, se battre pour ce qui lui appartenait. 6 mois plus tard, Rachel se tenait devant un grand miroir dans sa nouvelle chambre. Elle eut du mal à reconnaître la femme qui lui faisait face. Elle portait une robe bleu marine, simple mais élégante. Ses cheveux encadraient son visage avec une assurance tranquille. Les cernes avaient disparu, les traits d'inquiétude s'étaient adoucis. Elle avait bonne mine. Elle respirait la vie. Son petit appartement d'autrefois n'était plus qu'un souvenir. Désormais, elle vivait dans une modeste maison de 3 chambres, dans un quartier calme. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien qui crie la richesse, juste un foyer sûr, avec un jardin où Lily et Mason pouvaient jouer sans craindre les éclats de vernis, les cris de voisins violents. La maison avait coûté 250 000 $, payé comptant. Pas de prêt, pas de dette. Pour la première fois de sa vie adulte, Rachel possédait quelque chose à elle, entièrement. Cette pensée la grisait, elle se sentait libre, debout, invincible. Elle avait aussi acheté une voiture neuve, pas une voiture de luxe, mais un SUV fiable, avec une climatisation fonctionnelle et un moteur silencieux. Elle avait remboursé toutes ses dettes, les cartes de crédit, les factures médicales, chaque reliquat de son passé d'endettement. Et surtout, elle avait ouvert 2 fonds fiduciaires pour Lily et Mason, 5 millions chacun, bloqués jusqu'à leurs 25 ans. Cet argent paierait leurs études, leurs rêves, leur liberté. Mais le vrai changement n'était pas matériel. Il était en elle. Rachel ne se sentait plus prisonnière. Fini la sensation d'étouffer, la peur du lendemain, l'angoisse de tout perdre. Elle respirait à nouveau. Elle planifiait.
Elle croyait en l'avenir. 3 mois plus tôt, elle avait quitté le restaurant où elle travaillait depuis des années. Frank, le propriétaire, un homme au grand cœur, l'avait prise dans ses bras. « Tu auras toujours une place ici », avait-il murmuré. Rachel avait pleuré dans ses bras, lui murmurant merci pour chaque geste, chaque avance sur salaire, chaque repas offert à ses enfants. Il l'avait aidée à tenir debout. Et maintenant, elle allait tracer un nouveau chemin. Rachel s'était inscrite à l'université communautaire, en gestion d'entreprise. Elle avait toujours été habile de ses mains, capable de réparer 1000 choses, mais désormais elle voulait apprendre à bâtir, à créer, à donner forme à des projets durables. Les cours étaient plus difficiles qu'elle ne l'avait imaginé. Elle avait 14 ans de plus que la plupart des étudiants, mais elle adorait ça. Elle adorait apprendre, comprendre, se dépasser. Chaque leçon lui rappelait qu'elle n'était pas qu'une survivante, elle était une bâtisseuse. Sa professeure, le docteur Helena Price, remarqua vite sa détermination. « Racontez-moi votre histoire », lui demanda-t-elle un jour. « Que voulez-vous faire de tout cela ?» Rachel parla de son passé, de l'or, de la peur, de la renaissance. Helena l'écouta attentivement, puis répondit. « Alors voyons ensemble ce que, signifiant, veut dire pour vous. » Ces mots éveillèrent quelque chose en elle. Rachel se mit à lire, à rencontrer des responsables d'associations, à comprendre le fonctionnement des organisations à but non lucratif. Peu à peu, une idée prit racine, elle voulait aider ceux qui vivaient ce qu'elle avait vécu. Les mères seules. Les familles au bord du gouffre. Les gens qui avaient besoin non pas d'aumône, mais d'une vraie chance. Elle commença discrètement, un don de $5000 à la banque alimentaire. Puis $10 000 au refuge pour femmes où elle avait failli se retrouver. Ensuite, une bourse de $20 000 à l'école de Lily pour les enfants de familles défavorisées. Chaque don était comme une couture refermant une plaie ancienne. Chaque geste réparait un morceau de son passé. Mais Rachel voulait plus, un projet concret, durable, porteur d'espoir. C'est alors qu'elle repensa au château. Le terrain lui appartenait encore, 20 acres de collines en Pennsylvanie, avec au centre un tas de pierres calcinées. L'assurance avait indemnisé la perte, mais personne n'aurait acheté cette terre souillée par le feu et les rumeurs. La plupart auraient tourné la page. Pas Rachel. Un matin glacial de novembre, elle y retourna seule. C'était la première fois depuis l'incendie. Les arbres dénudés dressaient leurs branches grises contre un ciel d'étain. Le château semblait minuscule, réduit à un squelette de pierre. Elle marcha lentement entre les débris, enjambant des poutres effondrées, touchant parfois une pierre noire de suie. Sous ses pieds, la voûte existait encore, enfouie sous les gravats. L'or avait été retiré depuis longtemps, rendu à la fondation Habsburg dans une cérémonie solennelle, mais le lieu gardait son mystère. Rachel s'arrêta au centre de l'ancienne grande salle et ferma les yeux. Elle crut entendre des pas lointains, ceux d'Edmund Valmont parcourant les couloirs, la plume de son frère Henri traçant des mots désespérés, les sanglots de Marguerite pleurant les siens. Des siècles de secrets semblaient vibrer dans la pierre. Puis, doucement, d'autres sons s'invitèrent dans son imagination, des rires d'enfants, des voix apaisées, des éclats de joie. Elle ouvrit les yeux. Et sut ce qu'elle devait faire. Rachel engagea un architecte, puis un entrepreneur, puis une équipe entière. Tous la regardèrent comme si elle était folle. « Vous voulez construire quoi, exactement » demanda l'architecte, incrédule. « Un centre communautaire » répondit-elle. « Un lieu pour les familles en difficulté. Formation professionnelle, garde d'enfants, accompagnement psychologique, éducation. Gratuit pour tous. Je veux transformer un symbole de cupidité et de violence en un lieu de renaissance. » L'homme la fixa longuement, puis sourit. « C'est le plus beau projet qu'on m'ait confié en 20 ans. Allons-y. » Le chantier dura 8 mois. 8 mois de démolition, d'excavation, de reconstruction. 8 mois de papiers administratifs, d'inspection, de retard. Et chaque semaine, Rachel venait sur le site, observant les ruines du château Valmont se métamorphoser. Ils conservèrent la pierre d'origine, la nettoyèrent, l'intégrèrent aux nouvelles structures. Le bâtiment qui s'éleva des cendres mariait le verre et l'acier à la mémoire du passé. La lumière y entrait à flot, là où jadis régnait l'ombre et le secret. Dans l'ailée, on aménagea une garderie lumineuse, remplie de jouets, de livres et de rires. Dans l'aile ouest, des salles de classe accueillirent des programmes d'alphabétisation, de gestion financière, de formation au métier. Un atelier fut créé pour apprendre la menuiserie, la plomberie,
l'électricité, une cuisine professionnelle pour enseigner la gastronomie. Au centre, à l'endroit même où se dressait autrefois la grande salle, s'étendait désormais un vaste espace commun, table, fauteuil, bibliothèque, coin café. Un lieu de partage et de dignité. Et au milieu du sol, Rachel fit installer une dalle de verre. Sous cette fenêtre transparente reposait un fragment du sol originel du château. Une plaque, gravée de lettres sobres, proclamait « Édifié sur les ruines du passé, fondation d'un avenir nouveau. En mémoire de ceux qui ont souffert ici, et en espoir de ceux qui s'épanouiront demain. » Le centre communautaire Valmont ouvrit ses portes un samedi de juillet. Dès 9 heures du matin, le parking était plein. Des familles, des bénévoles, des anciens du village, des enfants, des journalistes, tous se pressaient pour découvrir ce miracle né des cendres. Rachel, debout à l'entrée, accueillait chacun avec un sourire ému. Quand elle coupa le ruban rouge, un tonnerre d'applaudissements s'éleva. Lily et Mason étaient à ses côtés. Rachel regarda ses enfants, puis leva les yeux vers le ciel gris d'été. Une brise douce caressa son visage. Elle sut, à cet instant précis, que tout ce qu'elle avait enduré, la trahison, la pauvreté, la peur, les ruines, les flammes n'avaient pas été vains. Elle avait transformé la douleur en lumière. Le désespoir en espérance. Et sur les ruines d'un château maudit, elle avait bâti un sanctuaire de vie. Rachel Monroe, le prix de la lumière. Les gens étaient venus de tout le comté. Certains par curiosité, d'autres par besoin, d'autres encore simplement pour apercevoir de leurs yeux la femme dont tout le monde parlait, celle qui avait trouvé des millions en lingots d'or et qui, contre toute attente, avait décidé de tout rendre. Rachel Monroe se tenait à l'entrée du centre communautaire flambant neuf, accueillant chaque visiteur avec un sourire sincère. Elle portait un simple jean, un t-shirt frappé du logo du Valmont Center, et ses cheveux attachés en une queue de cheval. Rien, dans son apparence, ne trahissait la richesse soudaine ou la gloire locale. Elle avait l'air d'elle-même vraie, humaine, à sa place. Le maire prit la parole le premier, suivi de la Dr Price, puis de plusieurs représentants des associations partenaires. Mais ce fut le discours de Rachel qui marqua les cœurs. Elle s'était préparée, avait répété devant son miroir des dizaines de fois, mais quand elle s'avança vers le micro, toutes les phrases apprises s'effacèrent, remplacées par quelque chose de plus pur, de plus vrai. « Je m'appelle Rachel Monroe », commença-t-elle, la voix tremblante. Il y a 1 an, je travaillais dans un petit dîner, $11 de l'heure. J'étais mère célibataire, avec 2 enfants, écrasée par les dettes, dormant sur un matelas posé à même le sol de mon salon. Je me sentais invisible, inutile, comme si ma vie ne comptait pas. Elle fit une pause, balayant du regard la foule. Elle y reconnut des visages familiers, Frank, le cuisinier du dîner, Dorothy, la voisine qui gardait parfois ses enfants, le détective Carvey, qu'il avait cru quand plus personne ne l'écoutait, Claire Russo et Marcus Webb, des gens ordinaires qui l'avaient aidé quand elle n'avait plus rien. Tous étaient là, témoins de son renouveau. Puis j'ai pris un risque, reprit-elle. J'ai acheté un vieux château pour $700. Et ce que j'y ai trouvé n'était pas seulement de l'or, mais une histoire, un héritage, une seconde chance. Sa voix gagna en assurance. L'or n'est plus là. Il a été restitué à ceux à qui il appartenait. Mais ce qu'il m'a appris restera toujours. Il m'a appris que les secondes chances existent. Que l'aide arrive souvent des endroits les plus inattendus. Et qu'une seule personne, même petite, effrayée ou brisée, peut changer les choses. Elle désigna le bâtiment derrière elle, ses yeux brillants d'émotion. Ce centre existe parce que j'ai eu de la chance. Mais il existe pour ceux qui n'en ont pas encore eu. Pour ceux qui, comme moi il y a 1 an, se sentent piégés, perdus, à bout de souffle. Je suis ici pour leur dire que les choses peuvent changer. Qu'elles changeront. Si vous avez le courage de demander de l'aide, si vous croyez que vous méritez mieux, si vous osez faire ce premier pas, même tremblant, vers une vie nouvelle. La salle éclata en applaudissements. Des gens se levèrent, certains en larmes. Rachel aperçut Lily et Mason au premier rang, leurs visages illuminés de fierté. Dorothy essuyait ses yeux avec un mouchoir. Frank souriait comme un père adoptif. Et dans ce moment suspendu, Rachel sentit quelque chose se déplacer en elle, un déclic profond, irréversible. Pendant des années, elle s'était vue comme une victime, quelqu'un à qui les choses arrivaient. Mais debout devant ces visages, dans ce lieu qu'elle avait créé, elle comprit enfin, elle n'était plus une victime. Elle était une survivante. Une bâtisseuse.
Une femme qui avait transformé la douleur en lumière. Un centre, une famille. Les mois suivants furent une ruche d'activités. Des centaines de personnes franchirent les portes du Valmont Center, des mères célibataires en quête de garde d'enfants pour pouvoir travailler, des hommes licenciés, cherchant à réapprendre un métier, des adolescents perdus rêvant d'une seconde chance, des familles simplement à la recherche d'un endroit sûr où respirer. Rachel engagea une équipe à son image, des gens compatissants, marqués par la vie, mais debout. Elle recruta Clara, une femme qui avait vécu dans sa voiture avec ses 2 enfants avant de découvrir le centre. Désormais, Clara dirigeait le programme de garde d'enfants et étudiait pour devenir assistante sociale. Marcus, un ancien vétéran atteint de stress post-traumatique, fut embauché pour encadrer des ateliers de réinsertion. Il formait de jeunes hommes qui lui rappelaient celui qu'il avait été autrefois. Teresa, une ex-toxicodépendante sobre depuis 3 ans, anima des groupes de parole. Chaque jour, elle prouvait que la rédemption était réelle. Rachel ne se contentait pas d'écrire des chèques, elle était là, tous les jours, sur le terrain. Elle parlait avec les bénéficiaires, écoutait leurs histoires, partageait la sienne quand cela pouvait les aider. Elle animait des ateliers de gestion financière, aidait à rédiger des CV, à préparer des entretiens, à reprendre confiance. Elle veillait à ce que les enfants du centre aient des jouets, des livres, des goûters sains et surtout des éducateurs bienveillants qui voyaient en eux des promesses, pas des problèmes. Peu à peu, le Valmont Center devint plus qu'un lieu, une communauté, une famille de cœurs réparés. Il y eut des jours sombres, des semaines où les dons manquaient, des rechutes, des absences, des déceptions. Mais il y eut aussi des jours de pure lumière, une mère qui obtenait son diplôme, un adolescent qui décidait de réessayer, un homme retrouvé sobre après des années d'errance. Ces moments valaient toutes les peines. Une lettre venue de loin. 2 ans après l'ouverture du centre, Rachel reçut une lettre. L'enveloppe était simple, l'écriture soignée. Le cachet indiquait la Pennsylvanie. Chère Madame Monroe. Vous ne me connaissez pas, mais vous avez changé ma vie. Il y a 2 ans, je suis venu au Valmont Center avec mes 3 enfants. Nous vivions dans une chambre de motel. Je travaillais 3 petits boulots et je n'en pouvais plus. Grâce à votre centre, j'ai pu retourner à l'école, obtenir mon diplôme d'assistante infirmière et trouver un emploi stable. La semaine dernière, j'ai acheté ma première voiture. Mes enfants ont chacun leur chambre. Nous avons de la nourriture dans le réfrigérateur. Pour la première fois depuis des années, je me sens comme une bonne mère. Je ne sais pas comment vous remercier. Peut-être que vous ne lirez jamais cette lettre. Mais je voulais que vous sachiez, ce que vous faites compte. Vous nous avez sauvés. Avec gratitude. Jennifer? Rachel resta longtemps immobile, la lettre tremblant entre ses mains. Les larmes coulèrent sans retenue. Elle pleura pour Jennifer, pour elle-même, pour toutes celles et ceux qui avaient un jour cru ne plus exister. Puis elle sourit à travers ses larmes. Elle avait réussi. Elle avait pris la pire épreuve de sa vie et en avait fait une source de bien. Quelque chose qui la dépasserait, qui continuerait à vivre après elle. Elle encadra la lettre et la suspendit au mur de son bureau. Puis elle prit une feuille blanche, répondit à Jennifer, la remercia pour sa force, sa confiance et retourna au travail. Les années de plénitude. Les années passèrent. Lily devint une adolescente confiante, douce et déterminée. Le week-end, elle faisait du bénévolat au centre, rêvant d'études en travail social. Mason, lui, grandit en garçon réfléchi, passionné de lecture, toujours curieux du monde. Il posait des questions sur l'injustice, sur la pauvreté, sur la façon dont certains avaient tout pendant que d'autres n'avaient rien. Rachel les éleva dans l'idée que la valeur d'une vie ne se mesure pas à l'argent, mais à ce que l'on partage. Que la chance, quand on en a, implique la responsabilité de la redistribuer. Elle ne se remaria jamais. Quelques rencontres, des amitiés, rien de durable. Mais elle n'en ressentait ni manque ni solitude. Son cœur appartenait à ses enfants, à sa mission, à cette communauté qu'elle avait vue naître. Elle n'avait plus besoin d'un sauveur. Elle s'était sauvée elle-même. Un jour, 3 ans après les événements, un message apparut sur son téléphone. Nathan. Son ex-mari. Il disait avoir vu un article sur le centre, qu'il était fier d'elle, qu'il espérait qu'elle pourrait lui pardonner. Rachel resta longtemps à contempler ces mots. Puis, calmement, elle supprima le message. Certaines blessures ne demandent pas à être rouvertes. Certains chapitres se ferment pour de bon. Le véritable trésor
5 ans après l'ouverture du Valmont Center, une grande célébration fut organisée. 500 personnes vinrent, anciens bénéficiaires, employés, partenaires, élus, journalistes. C'était grandiose. Émouvant. Vivant. En 5 ans, le centre avait aidé plus de 10 000 personnes. Des centaines avaient retrouvé un emploi, des dizaines obtenu un diplôme ou une certification. Des familles avaient retrouvé la stabilité. Des enfants avaient mangé à leur faim, dormi en sécurité, ri de nouveau. Mais pour Rachel, ces chiffres n'étaient pas des statistiques. C'étaient des visages. Des prénoms. Des histoires. Elle pensa à Jennifer et ses enfants. À Clara, désormais diplômée et employée à plein temps au centre. À Marcus, réconcilié avec sa fille après des années de silence. À Teresa, 6 ans de sobriété et un sourire qui illuminait chaque pièce. Au jeune garçon en colère devenu étudiant en ingénierie. À la vieille femme menacée d'expulsion, aujourd'hui bénévole au garde-manger du centre. Chacun d'eux était un univers entier. Et Rachel avait contribué à rallumer leur lumière. Voilà le véritable trésor. Pas l'or. Les gens. La confession. Lors de la cérémonie, Rachel prit la parole à son tour. Mais cette fois, elle décida de dire la vérité tout entière. Elle parla des nuits les plus sombres, de la fatigue qui l'avait poussée au bord du gouffre, de la honte d'avoir cru qu'elle n'était pas assez pour ses enfants. Elle raconta la peur, le désespoir, puis cette étincelle, ce vieux château délabré, cette folie qui s'était transformée en miracle. Elle dit comment elle avait compris, un matin, que la vie ne se réparait pas seule, il fallait choisir de la reconstruire, morceau par morceau, jour après jour. La salle retenait son souffle. Ces mots, simples et vrais, touchaient droit au cœur. Et quand elle conclut. On m'a souvent dit que j'avais trouvé de l'or. Mais l'or, c'était vous. Chacun de vous. Parce que vous m'avez appris que même dans la ruine, il peut pousser des fleurs. Alors, tout le monde se leva. Les applaudissements résonnèrent longtemps. Rachel ferma les yeux, laissant la vague d'émotion l'envahir. Elle pensa à la femme qu'elle avait été brisée, perdue et à celle qu'elle était devenue. Elle n'avait pas seulement reconstruit une vie. Elle avait bâti un héritage. Rachel leva les yeux vers la salle silencieuse. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix, lorsqu'elle parla, resta ferme, claire, presque apaisante. « Je veux que vous compreniez quelque chose, dit-elle. Je ne suis pas spéciale. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste quelqu'un qui a eu de la chance. Quelqu'un qui a trouvé quelque chose de précieux et qui a dû choisir quoi en faire. » Un léger murmure parcourut la salle, puis le silence revint, dense et respectueux. Rachel marqua une pause, son regard se perdant dans les visages attentifs devant elle. « Voici ce que j'ai appris, » reprit-elle d'une voix plus douce. « Nous avons tous un trésor. Peut-être pas des lingots d'or cachés dans un sous-sol, mais des talents, des idées, du temps, de la compassion, la volonté d'aider. Ces choses-là ont une valeur immense. Ces choses-là peuvent changer le monde. » Elle esquissa un sourire ému. « Ce centre existe parce que j'ai trouvé de l'or. Mais il vit, il grandit, parce que des centaines de personnes ont offert le leur, des bénévoles qui donnent leur temps, des donateurs qui partagent leurs ressources, des employés qui y laissent leur cœur, et des bénéficiaires qui apportent leurs histoires et leur courage. Vous êtes le vrai trésor. Vous êtes la raison pour laquelle tout cela fonctionne. » L'applaudissement qui suivit fut assourdissant, vibrant, presque physique. Rachel recula du micro, les yeux humides, le cœur débordant. Elle l'avait fait. Elle avait bâti quelque chose de réel, de durable, de bon. Cette nuit-là, après le départ du dernier invité, elle erra seule dans le centre plongé dans la pénombre. Les couloirs résonnaient encore des rires et des voix. Elle passa dans la salle de jeu, redressa quelques jouets tombés, caressa d'un doigt les dessins accrochés au mur. Puis elle entra dans les salles de classe, imaginant les visages, les rêves, les progrès de ceux qui s'y asseyaient chaque jour pour apprendre, espérer, recommencer. Dans le hall principal, elle s'arrêta devant le plancher de verre qui protégeait le sol d'origine, les pierres du vieux château, cette fondation d'un autre temps. Elle pensa à Edmund Valmont et à sa cupidité, à Henri et à sa peur, à Marguerite et à sa tristesse. Tant de douleurs, de secrets, de pertes accumulées au fil des générations, et pourtant, tout cela avait conduit ici, à ce lieu d'espoir, à cette communauté de survivants, à cette preuve vivante que le passé n'a pas à enchaîner l'avenir.
Rachel sortit son téléphone et regarda une photo sauvegardée depuis des années, l'annonce d'origine du château, 700 $, la pire et la meilleure décision de sa vie. Elle pensa à la femme qu'elle était alors, désespérée, impulsive, prête à tout pour sauver ce qui restait. Et elle eut envie de la serrer dans ses bras, de lui murmurer que tout irait bien, que la peur s'effacerait, que le risque paierait, qu'elle était bien plus forte qu'elle ne l'avait jamais cru. 5 ans avaient passé depuis. Et Rachel avait compris une chose essentielle. Les secondes chances ne se trouvent pas. Elles se créent. Elles naissent du courage, des choix, et de cette conviction intime que la vie peut encore être différente. Oui, elle avait eu une occasion folle, improbable, presque miraculeuse. Mais ce qu'elle en avait fait, voilà ce qui lui appartenait. Chaque pierre, chaque sourire, chaque réussite portait l'empreinte de ses décisions, de ses valeurs, de sa détermination à ne plus subir. À mesure que la 6e année d'existence du centre commençait, quelque chose changeait. La vague d'émerveillement des débuts s'était transformée en une force plus profonde, plus stable. Le centre n'était plus le projet de Rachel. Il appartenait à tous. Les commerces locaux proposaient désormais des stages et des emplois aux personnes formées sur place. Le comté avait désigné le centre comme un pôle officiel d'aide sociale. Les universités y envoyaient leurs étudiants en travail social. Les églises organisaient des collectes, les écoles des journées de bénévolat. Ce qui n'était qu'un rêve était devenu un pilier de la communauté. Mais cette croissance amenait aussi ses défis, les locaux étaient pleins à craquer, les listes d'attente s'allongeaient, les familles venaient parfois de 3 comtés différents faute d'alternatives. Rachel savait qu'il fallait agrandir. Et agrandir signifiait lever des fonds, recruter du personnel, gérer davantage, prendre plus de responsabilités. Rester dans le confort aurait été si simple. Mais chaque nom sur ces listes d'attente était une raison de se battre. Alors elle lança une nouvelle campagne, 5 millions de dollars pour ouvrir un second centre dans le comté voisin. L'automne venu, la campagne démarra. Rachel s'y consacra corps et âme, discours, réunions, rencontres avec des mécènes potentiels, récits de vie transformés. L'effort la vidait et l'élevait tout à la fois. Certains jours, elle se revoyait serveuse épuisée, mendiant un peu d'espoir. D'autres, elle se sentait invincible, maîtresse de son destin. Puis un jour, un visiteur inattendu changea tout. Un entrepreneur venu de Pittsburgh, David Chen, un homme qui avait connu la misère avant de bâtir une société florissante, lut un article sur le centre. Intrigué, il prit sa voiture et fit le trajet. Il passa la journée entière à observer, écouter, parler avec les équipes et les bénéficiaires. En fin d'après-midi, il demanda à voir Rachel en privé. Ils s'assirent dans son petit bureau encombré de dossiers et de dessins d'enfants. « Je veux financer toute l'extension, dit-il simplement. Les 5 millions. Et j'aimerais créer une dotation permanente pour que vous ne manquiez jamais de fonds. 10 millions supplémentaires. » Rachel le fixa, bouche ouverte. « Pourquoi » souffla-t-elle enfin. David eut un sourire triste. « Parce qu'il y a 20 ans, je dormais dans ma voiture. Je travaillais sur 3 emplois pendant que j'essayais de finir mes études. Un centre comme celui-ci m'a donné un endroit pour me laver, pour étudier, pour manger un vrai repas. Sans cette aide, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est ma façon de rendre ce que j'ai reçu. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Mais j'ai une seule condition. Promettez-moi de continuer. De grandir. D'aider encore, parce qu'il y a des millions de gens comme nous dehors, et ils ont besoin que quelqu'un croie en eux. » Les larmes roulèrent sur les joues de Rachel. « Je vous le promets, dit-elle d'une voix brisée. 18 mois plus tard, le deuxième centre ouvrait ses portes. Plus vaste, plus lumineux, plus ambitieux. En un an, il accueillit plus de 5000 personnes. Rachel constitua une équipe de direction complète pour se concentrer sur la vision et les stratégies à long terme. Elle écrivit un livre non pas pour la gloire ou l'argent, mais pour répondre à la question que tant de gens lui posaient, « Comment avez-vous fait ? Comment était-elle passée de la faillite et du désespoir à la création d'un mouvement ?» Le livre devint un best-seller. Rachel reversa chaque centime au centre. On l'invita à parler dans des conférences, des podcasts, des universités. On voulait connaître son secret, et elle répondait toujours. Il n'y a pas de secret. Il faut simplement assez de cœur pour essayer. Et, quand on échoue, assez de cœur pour recommencer. 10 ans après la découverte du trésor, la vie de Rachel n'avait plus rien à voir avec celle d'autrefois.
On la reconnaissait dans la rue, on la félicitait, on l'invitait sur les plateaux télé. Mais ce qui comptait vraiment, c'étaient les lettres de remerciement, les cartes de Noël, les photos d'enfants devenus étudiants grâce à la garderie du centre. Lily, sa fille, étudiait désormais la psychologie. Chaque été, elle revenait travailler au centre, accompagnant des adolescents en difficulté, leur prouvant qu'on peut venir du chaos et choisir la lumière. Mason, son fils, brillait au lycée. Il voulait devenir avocat en droit civique. Il écrivait des rédactions sur sa mère, sans honte, affirmant qu'il voulait lui ressembler. Rachel savait que sa plus grande réussite n'était pas le centre, ni les livres, ni les dons, mais cette relation d'amour, de confiance et de force avec ses enfants. Ils avaient appris que l'argent n'était qu'un outil, que la vraie richesse résidait dans ce que l'on partage. Aider n'était pas un acte de charité, mais de responsabilité. Et la plus belle vie était celle dédiée à quelque chose de plus grand que soi. Un après-midi de printemps, 11 ans après l'achat du château, Dorothy frappa à la porte de son bureau. Elle avait 82 ans, marchait plus lentement, mais son regard restait vif. « Tu as une minute ?» demanda-t-elle. « Pour toi, toujours », répondit Rachel avec un sourire. Dorothy s'assit, pensive. « Je repensais à ce que tu as fait », dit-elle en regardant autour d'elle. « À la façon dont tu as transformé cet or en tout cela. La plupart des gens auraient tout gardé, se seraient envolés vers une autre vie, oubliant le reste du monde. » Rachel rit doucement. « J'y ai pensé, tu sais. Au début, j'y ai vraiment pensé. Mais tu ne l'as pas fait. » Pourquoi ? Rachel resta silencieuse un instant. Parce que garder cet or, c'était rester la même. Rester prisonnière de la peur. Et j'avais déjà passé trop de temps à vivre comme ça. Je voulais devenir quelqu'un de différent. Quelqu'un dont mes enfants pourraient être fiers. Quelqu'un dont moi-même je pourrais être fier. Elle baissa la voix. Et, pour être honnête, je ne crois pas que j'aurais survécu à l'avoir gardé. La culpabilité, la paranoïa, la peur de tout perdre, ça m'aurait détruite. Dorothy hocha lentement la tête. Tu es plus sage que tu ne le crois, ma fille. Rachel lui prit la main avec tendresse. J'ai eu de bons professeurs, murmura-t-elle. Tu en fais partie. Quand tu gardais mes enfants pour $20 par jour, alors que tu pouvais demander plus. Quand tu ne posais pas de questions, mais que tu offrais seulement de la bonté. Tu m'as montré ce qu'est la vraie générosité. Les yeux de Dorothy s'embuèrent. Je suis heureuse d'avoir pu t'aider, et d'avoir vécu assez longtemps pour voir ce que tu as bâti. C'est quelque chose d'unique, Rachel. Quelque chose qui durera bien après nous deux. Rachel serra sa main plus fort. Alors tout ce que j'ai fait en valait la peine, dit-elle doucement. Et dans ce silence partagé, entre deux générations de femmes fortes, le monde sembla s'arrêter un instant juste assez longtemps pour sentir que le trésor, le vrai, battait encore là, entre leurs mains jointes. Elles restèrent un moment assises côte à côte, dans un silence apaisant, deux femmes de générations différentes, unies par une même cicatrice et une même lumière. Toutes deux savaient ce que c'était que de tomber et de se relever, de traverser la douleur pour en faire un pont vers les autres. Cette soirée-là, Rachel fit quelque chose qu'elle n'avait pas osé faire depuis des années, elle retourna sur les lieux du vieux château. Le centre communautaire se dressait désormais à l'endroit où les ruines s'étaient jadis effondrées. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle traversa le terrain, suivit le petit sentier qui serpentait entre les arbres, jusqu'à l'endroit exact où reposait autrefois le coffre d'or. Le sol avait été nivelé, recouvert de terre, puis semé de fleurs sauvages et d'herbes hautes qui ondulaient doucement dans la brise. Aucun signe ne subsistait de ce qu'ici était caché, pas de pierre, pas de plaque, pas même un souvenir visible. Seulement une terre paisible, baignée de lumière, sous un ciel immense. Rachel s'assit dans l'herbe et ferma les yeux. Elle repensa à tout ce qui s'était passé ici, aux secrets enfouis, à la peur, à la violence, à la cupidité qui avait corrompu des générations entières. Puis son cœur s'apaisa en songeant à ce qui avait remplacé tout cela, des vies changées, des familles restaurées, des avenirs ouverts, une communauté unie par la solidarité. Elle pensa à Edmund Valmont, l'homme qui était mort riche, mais seul, haï et craint. Et à elle-même, qui avait trouvé son trésor et choisi de le partager, gagnant ainsi bien plus que tout ce qu'il avait possédé. C'est alors qu'elle comprit enfin ce que voulait dire Henri, lorsqu'il écrivait que l'or était maudit. Il ne s'agissait pas d'une malédiction surnaturelle. L'or était maudit parce qu'il incarnait le pire de la nature humaine, l'avidité, la trahison, la violence, cette soif destructrice de posséder.
Mais Rachel, elle, avait brisé cette chaîne. Non pas en détruisant le métal, mais en transformant son sens. Elle avait pris ce qui avait été souillé par le sang et l'avait rendu pur. Elle avait pris ce qui avait été caché dans l'ombre et l'avait offert à la lumière. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, le soleil se couchait, peignant le monde de nuances dorées. Elle sourit à l'ironie de la scène, c'était encore l'or qui illuminait tout, mais cette fois, un or céleste, celui du soir, celui du pardon. L'or l'avait sauvée pas en la rendant riche, mais en lui donnant l'occasion de devenir quelqu'un de vrai, de digne, de profondément vivant. Quelqu'un qui laisserait derrière elle un monde meilleur que celui qu'elle avait trouvé. Rachel se releva, essuya les brins d'herbe sur son jean et prit le chemin du retour. Une réunion avec des donateurs l'attendait ce soir, puis un conseil d'administration le lendemain, et ensuite des visites de terrain pour la construction du 3e centre. Sa vie était pleine, intense, rythmée par une mission. Exactement comme elle l'avait toujours voulu. En arrivant sur le parking, elle aperçut Clara debout à l'entrée, parlant à une jeune femme qui tenait un bébé sur la hanche. L'inconnu semblait épuisé, désemparé, perdu. Rachel reconnut ce regard, c'était celui qu'elle portait autrefois, quand tout semblait perdu. Clara lui fit signe à plat. « Rachel, voici Amy. Elle vient d'arriver en ville. Elle ne connaît encore personne et cherche une solution de garde pour pouvoir travailler. » Rachel s'approcha avec un sourire bienveillant et tendit la main. « Bienvenue, Amy. Vous êtes au bon endroit. Entrons, et voyons ensemble ce dont vous avez besoin. » Elles pénétrèrent dans le centre. En croisant le regard de Clara, Rachel sentit un lien silencieux les unir, la compréhension, la gratitude, la certitude d'être à la bonne place. C'était cela, leur œuvre. Changer le monde une personne à la fois, une histoire après l'autre, une vie qui en rallume 1000 autres. L'or avait disparu, mais son héritage demeurait. Non pas dans ce qu'il avait été, mais dans ce qu'il était devenu, un foyer, un refuge, une seconde chance pour quiconque osait franchir la porte. Rachel Monroe avait acheté un château en ruine pour $700 et y avait découvert 289 millions en lingots d'or. Mais le vrai trésor ne se trouvait pas sous terre. Il avait toujours été en elle, la force de survivre, le courage de se transformer, la sagesse de comprendre que la vraie richesse ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on partage. Et elle avait tout donné, son temps, son argent, son cœur. En retour, elle avait tout reçu, un but, une famille, une œuvre, une vie qui comptait. C'était cela, l'histoire véritable. Non pas celle d'une découverte miraculeuse, mais celle d'une renaissance. Celle d'une femme qui, en se trouvant elle-même, avait permis à des milliers d'autres de se retrouver aussi. Assise avec Amy, écoutant son histoire, Rachel ressentit à nouveau cette chaleur familière dans sa poitrine, ce sentiment de justesse absolue, cette paix intérieure qui vient quand on est exactement là où l'on doit être, faisant ce pourquoi on est né. Le château n'existait plus. L'or non plus. Mais Rachel demeurait, plus forte, plus sage, plus entière que jamais. Et cela valait plus que tous les trésors du monde. Les années s'écoulèrent, pareilles à des chapitres qu'elle n'aurait jamais pensé écrire. 12 ans après la découverte, le centre communautaire Valmont était devenu un modèle national. Des délégations venues d'autres États affluaient pour comprendre comment une mère célibataire, partie de rien, avait bâti quelque chose qui changeait réellement des vies. Rachel les accueillait toutes, partageant ses méthodes, ses erreurs, ses réussites. Jamais elle ne déposa de brevet, jamais elle ne chercha à transformer son idée en franchise. Elle offrit simplement son savoir, librement, comme on transmet un flambeau. Car tout ce qu'elle avait reçu, elle l'avait reçu, elle aussi, comme un don. Un jour, une délégation de parlementaires vint passer 3 jours au centre. Leur objectif, étudier la possibilité de financer un réseau de structures similaires à l'échelle de la Pennsylvanie. Ils interviewèrent le personnel, les bénéficiaires, épluchèrent les rapports et les budgets. Puis ils demandèrent à Rachel de témoigner devant une commission. Elle n'avait jamais parlé à des élus auparavant. Elle ne s'était jamais crue assez importante pour qu'on écoute son histoire. Mais elle accepta. Devant elle, une salle pleine de visages sévères, des hommes et des femmes en tailleurs impeccables, des diplômés d'universités prestigieuses. Rachel prit une inspiration et parla, sa voix tremblante mais sincère. « Vous ne pouvez pas légiférer l'espoir, dit-elle. Vous ne pouvez pas imposer la compassion. Mais vous pouvez créer les espaces où ces choses peuvent naître. Vous pouvez choisir d'investir dans les personnes plutôt que dans les systèmes. Vous pouvez croire que chacun mérite une deuxième chance. Une troisième.
Autant qu'il en faudra. Elle marqua une pause, croisa un à un les regards autour de la table. Il y a 12 ans, j'étais une statistique. Mère célibataire, sans diplôme universitaire, serveuse à 11 $ de l'heure, croulant sous les dettes. J'étais invisible. Un silence profond envahit la salle. Je n'étais pas au-delà du secours. J'avais seulement besoin que quelqu'un me voie, me croie, et m'offre la possibilité de devenir celle que je pouvais être. Elle désigna le dossier posé devant les législateurs. Les chiffres que vous lisez sont impressionnants, taux d'emploi, résultats scolaires, stabilité des familles. Mais derrière chaque nombre, il y a une personne, une histoire, une vie qui compte. Et c'est cela que vous votez aujourd'hui, la valeur de ces vies. 6 mois plus tard, la loi fut adoptée. 10 millions de dollars furent consacrés à la création de centres communautaires inspirés du modèle Valmont. Quand Rachel apprit la nouvelle, elle pleura. Pas pour la gloire, ni pour la reconnaissance. Elle pleura parce qu'elle savait ce que cela signifiait, des milliers d'autres vies allaient changer. Et c'était tout ce qui comptait. À l'approche du 15e anniversaire du centre, Rachel commença à penser à la suite. Elle avait 47 ans, pleine d'énergie, mais consciente que nul ne reste éternellement à la barre. Elle voulait s'assurer que le centre lui survivrait. Avec son conseil d'administration, elle mit en place un plan de succession. Clara, qui avait commencé comme bénéficiaire avant de devenir travailleuse sociale, puis directrice de programme, s'imposait naturellement. Mais Rachel voulait bâtir une équipe solide, un héritage vivant. Elle lança alors un programme de formation interne, finança les études de son personnel, investit en eux comme le centre investissait en ses usagers. Elle créa aussi un fonds de succession, séparé des ressources opérationnelles, pour garantir à ses futurs dirigeants des salaires équitables, une stabilité financière. Car Rachel avait appris une vérité essentielle, on ne peut pas verser de l'eau d'une coupe vide. Pour que le personnel prenne soin des autres, il fallait d'abord prendre soin de lui. La réputation du centre continua de croître. Rachel reçut des prix qu'elle n'avait pas cherchés, des invitations qu'elle refusa souvent. Elle préférait rester proche du terrain, là où tout commençait avec une main tendue, un regard, un repas chaud. Mais parfois, elle acceptait. Un jour, elle fut invitée à un grand congrès sur le leadership féminin à Philadelphie. D'abord, elle voulut dire non. Ces conférences pleines de femmes puissantes la mettaient mal à l'aise. Elle se sentait toujours un peu imposteur, comme si elle avait simplement eu de la chance. Mais Lily, sa fille désormais étudiante brillante, insista. « Maman, arrête de dire que tu es chanceuse. Tu es courageuse. Tu as bâti quelque chose à partir de rien. Tu as changé des milliers de vies. Tu as inspiré une loi. Ce n'est pas de la chance, c'est du génie et du travail. » Alors Rachel accepta. Son discours était prévu pour la clôture du congrès. Pendant 2 jours, elle écouta les autres intervenantes, chefs d'entreprise, politiciennes, autrices toutes racontant leur ascension, leur victoire, leurs empires. Elles étaient impressionnantes, intimidantes, tout ce que Rachel pensait ne pas être. Mais quand vint son tour, elle s'avança vers le podium, les mains tremblantes, et dès qu'elle ouvrit la bouche, la peur s'évapora. Elle raconta tout, la trahison de Nathan, les dettes, la détresse, le château acheté pour 700 $, les lingots d'or, la décision de donner, la création du centre, et la leçon apprise au bout du chemin. J'ai longtemps cru que réussir, c'était avoir assez. Aujourd'hui, je sais que réussir, c'est donner assez. Rachel Monroe, le vrai trésor. La salle entière retenait son souffle. Rachel, debout sur la scène, arrivait à la fin de son discours. Pendant longtemps, dit-elle d'une voix douce mais ferme, j'ai cru que la vie se résumait à cela, avoir assez. Assez d'argent, assez de sécurité, assez de confort. Elle marqua une pause, laissant ses mots flotter dans le silence. Et quand j'ai trouvé cet or, j'ai pensé que j'avais enfin atteint ce assez. J'avais plus que ce que j'aurais jamais pu espérer. J'aurais pu disparaître, acheter une grande maison quelque part loin d'ici, et ne plus jamais me soucier de rien. Ses yeux parcoururent la foule. Mais assez, poursuivit-elle, n'existe pas vraiment. C'est une cible mouvante. On croit l'avoir atteinte, mais elle recule toujours. Il y a toujours plus à posséder, plus à conquérir, plus à désirer. Et j'ai compris que si je passais ma vie à courir après assez, je perdrais tout ce qui compte vraiment. Un sourire trembla sur ses lèvres, brillant d'une lueur d'émotion. Alors j'ai choisi autre chose. J'ai choisi l'abondance.
Pas celle de posséder, mais celle de donner. Pas celle d'accumuler, mais celle de partager. Pas celle de bâtir des murs pour protéger ce qui m'appartient, mais celle d'ouvrir des portes pour accueillir et offrir. Un silence profond s'installa dans la salle. On pouvait entendre le souffle retenu des spectateurs. C'est cela que je veux vous laisser aujourd'hui, conclut-elle. La réussite, ce n'est pas atteindre un point final où l'on a enfin assez. C'est reconnaître qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour changer les choses, et décider chaque jour d'en faire quelque chose de bon. La foule se leva d'un seul mouvement. L'ovation dura 5 longues minutes. Des femmes s'approchèrent, les larmes aux yeux, certaines voulant un conseil, d'autres simplement lui serrer la main. Parmi elles, une femme élégante, aux cheveux argentés, attendit que la salle se vide un peu. « Je suis avocate d'affaires depuis 30 ans, dit-elle d'une voix émue. J'ai gagné des millions, remporté des procès qui ont fait la une. J'ai bâti une carrière que tout le monde respecte. » Elle hésita, sa voix tremblant légèrement. « Et pourtant, je n'ai jamais rien fait d'aussi important que ce que vous faites chaque jour. Merci de m'avoir rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour changer. » Rachel la serra dans ses bras, cette inconnue qui, en un instant, devint une âme sœur. « Il n'est jamais trop tard, » lui murmura-t-elle. Ces mots restèrent avec Rachel pendant des semaines. Elle comprit alors que son histoire n'était pas seulement celle d'une femme aidant les démunis. C'était un appel à tous, une invitation à redéfinir ce qui compte, à remettre en question la notion de réussite, à se demander si la vie que nous bâtissons est vraiment celle que nous désirons. Elle repensa à Edmund Valmont, cet homme dont la richesse n'avait produit que solitude et peur. Il avait accumulé sans jamais partager, et il était mort sans amour, sans héritage moral, sans trace durable. Son arrière-petit-fils Henri avait compris trop tard la malédiction de cette fortune. Marguerite, elle, avait tenté de briser le cycle, mais la mort l'avait emporté avant qu'elle n'y parvienne. Rachel, elle, avait reçu la chance d'achever ce qu'elle avait commencé, transformer un héritage de cupidité et de violence en un héritage de générosité et de guérison. En le faisant, elle avait transformé sa propre vie. Elle n'était plus Rachel Monroe, la femme abandonnée. Elle était devenue Rachel Monroe, la bâtisseuse, celle qui avait fait jaillir la beauté des ruines. L'hiver précédant le 20e anniversaire du centre, Dorothy s'éteignit paisiblement dans son sommeil exactement comme elle l'aurait voulu. Lors des funérailles, Rachel prit la parole devant une église comble. La voix tremblante d'émotion, elle dit « Dorothy n'a jamais eu beaucoup, selon les critères du monde. Elle n'était pas mariée, n'avait pas d'enfants, vivait depuis 40 ans dans le même petit appartement et gagnait sa vie en nettoyant les maisons des autres. Mais Dorothy était la personne la plus riche que j'ai jamais connue, parce qu'elle avait compris ce que la plupart d'entre nous mettent toute une vie à apprendre, la vraie richesse ne se compte pas en dollars, mais en amour. En bonté. En vie touchée. » Rachel s'interrompit, son regard se posant sur le cercueil recouvert de fleurs simples. Dorothy gardait mes enfants pour $20 par jour, à une époque où je n'avais rien. Elle ne posait pas de questions. Elle ne jugeait pas. Elle aidait, simplement. Et en m'aidant, elle a permis que des milliers d'autres soient aidés à leur tour. Sans elle, je n'aurais pas pu continuer à travailler. Je n'aurais pas pu acheter ce château. Je n'aurais pas pu fonder ce centre. Tout a commencé avec un simple geste de bonté. Les larmes roulèrent sur ses joues. J'ai construit des bâtiments, des programmes, des structures qui dureront des décennies. Mais Dorothy, elle, a bâti quelque chose de plus durable encore, elle a bâti des cœurs. Elle a bâti l'espoir. Elle a posé les fondations de compassion sur lesquelles tout le reste s'est élevé. Voilà le legs que je veux honorer. Voilà l'exemple que je veux suivre. Après la cérémonie, Rachel retourna au centre. Sur le mur commémoratif, elle ajouta une plaque au nom de Dorothy, aux côtés de Marcus Webb, Claire Russo, Franck Dudinet, et d'autres âmes chères disparues. Mais elle alla plus loin, elle créa le fonds commémoratif Dorothy, un programme destiné à aider les gens pour ces besoins simples que personne ne finance, une réparation de voiture, une caution de logement, une paire de chaussures pour un entretien d'embauche. Toutes ces choses que Dorothy aurait voulu offrir elle-même. Vint ensuite le 20e anniversaire du centre. Ce fut la plus grande célébration jamais organisée, plus d'1 millier de personnes, venues de 15 comtés différents. En 20 ans, le centre avait aidé plus de 50 000 personnes. Les chiffres donnaient le vertige, mais ce qui bouleversa Rachel, c'était de voir tant de visages revenus non plus pour être aidés, mais pour aider à leur tour. Jennifer, cette femme qui lui avait un jour écrit une lettre de gratitude, dirigeait désormais un centre satellite.
Ce jeune adolescent en colère, autrefois perdu, était devenu travailleur social. Une survivante du programme d'aide contre la violence domestique formait maintenant d'autres femmes à se reconstruire. Le cycle du don et de la solidarité était devenu un mouvement vivant, auto-entretenu. C'était exactement ce que Rachel avait rêvé, sans jamais oser y croire. Quand elle prit la parole ce soir-là, la lumière dorée des guirlandes se reflétait sur son visage. Devant elle, des centaines de visages familiers et des familles, des amis, des anciens bénéficiaires devenus bénévoles. Elle vit Lily, sa fille, aujourd'hui thérapeute diplômée travaillant au centre. Mason, son fils, étudiant en dernière année de droit, prêt à consacrer sa carrière à la défense des plus vulnérables. Clara, solide, rayonnante, déjà prête à reprendre le flambeau. Et puis Marcus, assis avec sa fille et ses petits-enfants. Teresa, accompagnée des femmes qu'elle soutenait. Frank, à la retraite mais toujours là, fidèle à la cuisine du centre chaque semaine. Et dans la foule, des centaines d'autres, des vies changées, des destins redressés, des âmes restaurées. Rachel prit une profonde inspiration. Il y a 20 ans, dit-elle, j'ai acheté un château pour $700, et j'y ai trouvé 289 millions en or. Des rires et des murmures traversèrent la salle. On me demande encore si je regrette de l'avoir donné. Si parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'avais gardé cet argent. Elle regarda autour d'elle Lily, Mason, Marcus, tous ces visages qui étaient désormais sa famille. Et je leur réponds la vérité. Non. Je ne regrette rien. Parce que cette vie, ce but, cette communauté que nous avons bâtie ensemble valent plus que tout l'or du monde. Sa voix monta, claire et vibrante. J'ai donné 289 millions de dollars, mais ce que j'ai reçu en retour est inestimable, le sens, la connexion, la certitude que ma vie compte. Que mes enfants grandissent en comprenant ce qu'est la vraie richesse. Que je laisse derrière moi quelque chose qui continuera à aider bien après mon départ. Les larmes coulaient librement maintenant. Voilà le vrai trésor, dit-elle en souriant. Pas ce qu'on trouve, mais ce qu'on bâtit. Pas ce qu'on garde, mais ce qu'on offre. Pas la vie qu'on nous donne, mais celle qu'on choisit de créer. La foule se leva d'un bond. L'applaudissement fut assourdissant, vibrant, infini. Rachel resta immobile un instant, submergée par l'émotion. Devant elle s'étendait la preuve vivante de ce que la foi, le courage et la générosité pouvaient accomplir. Le château n'existait plus. L'or avait disparu. Mais Rachel Monroe demeurait. Une femme qui avait transformé la trahison en bénédiction. Qui avait fait de la perte un don. Qui avait prouvé que les secondes chances existent, que l'espoir est contagieux, et qu'une seule personne décidée à faire le bien peut changer le monde. Et alors qu'elle se tenait là, enveloppée de gratitude, Rachel sut, sans l'ombre d'un doute, qu'elle referait le même choix 1000 fois encore. Chaque jour, depuis 20 ans, elle avait choisi de donner, d'aimer, de croire. Et elle continuerait tant qu'elle respirerait. Car c'était là le véritable secret de la richesse. Non pas avoir assez, mais être assez. Et donner assez de soi pour que le monde, même un peu, soit meilleur qu'hier. C'était cela, l'héritage de Rachel Monroe. C'était cela, son trésor. Et il brillerait pour toujours.